La probabilité qu'en 2035, l'influenceur le plus connu au monde soit une IA, à mon avis, elle est de 80%. Je vois pas comment cette courbe, si tu la continues, elle n'arrive pas à l'extinction de l'humanité. Pas forcément besoin de penser que les machines vont se révolter. En fait, c'est juste que si à un moment donné, les machines ont plus vraiment besoin de toi, tu sers à quoi, tu vois? T'es l'équivalent d'un chat ou d'un chien qui est un animal de compagnie. Sauf que nous, les chats et les chiens, on les trouve mignons, mais je suis pas sûr que ChatGPT 12, il me trouvera mignon, tu vois. Donc je sais pas pourquoi il me garde. Mais c'est bizarre hein, d'accepter une vision du monde où tu dis il y a 25% de chance que moi et mes enfants meurent de manière prématurée à cause de ce truc. Stan Leloup, bonjour. Bonjour. Tu es le créateur de Marketing Mania, la plus grande chaîne YouTube francophone sur le marketing, la persuasion et la psychologie humaine, avec plus de 400 000 abonnés. Tu es également l'auteur du livre Votre empire dans un sac à dos et tu as créé de nombreuses formations en ligne sur le marketing, le copywriting, les réseaux sociaux et bien d'autres sujets. Si je te reçois aujourd'hui, c'est pour répondre à une question centrale. Pourquoi est-ce que personne ne voit le cataclysme venir? C'est-à-dire qu'on a actuellement les plus grands experts au monde qui nous disent qu'on est sur le point de créer une intelligence artificielle surhumaine qui pourrait potentiellement automatiser tous les emplois. Qu'on est en train de développer des esprits non humains qui pourraient finir par nous surpasser en nombre et en intelligence, nous rendre obsolètes et nous remplacer. Et pourtant, rien ne se passe. Souvent, les gens n'en parlent pas, et quand ils en parlent, ils racontent souvent n'importe quoi. Donc, ma question c'est, après toutes les années que tu as passées à analyser les mécanismes qui influencent nos décisions, la psychologie et les sciences comportementales, qu'est-ce que tu en penses? Comment expliquer cet immobilisme face à une question aussi cruciale? Je pense qu'une bonne analogie, c'est de prendre le Covid. Où quand les gens ont commencé à entendre parler du Covid pour la première fois, tout le monde avait la même réaction, c'est-à-dire « Ah, ça va être comme la grippe aviaire, Roselyne Bachelot qui avait acheté trop de vaccins, etc. » Il y a un biais de normalité où les gens disent « Je sais à peu près ce qui va se passer, et ce qui va se passer, c'est à peu près ce qui s'est passé avant, en fait. » Donc il y a cette impression que rien ne va changer, rien ne va se passer, tout ça, c'est un peu du bruit, etc. Et ça, tu l'as vu sur le Covid, où en fait les gens buggaient, parce que en théorie, une pandémie, ça a toujours été possible. Il y a plein de films qui le montrent, etc. Mais comme les gens l'avaient jamais vécu, en fait, pour eux, c'est un peu une possibilité, c'est un peu une fiction. Et l'IA, c'est un peu la même chose. Comme il y a plein de films qui ont été faits dessus, les gens se disent, ouais, ok, il y a des gens qui en parlent, évidemment, qui disent ça, c'est des soi-disant experts, etc. Mais ils ont du mal à imaginer un truc qu'ils n'ont jamais vécu, tu vois. Et ça, tu le vois dans plein de domaines. Et c'est clairement ce qui se passe ici. C'est-à-dire que on te décrit une situation, on t'explique spécifiquement comment ça pourrait se passer rationnellement, etc. Et les gens peuvent accepter l'argument rationnel, mais comme ils l'ont jamais vécu, ils peuvent pas se projeter dedans, et ça reste un fait qu'ils ont, tu vois. C'est un peu comme on se dit, il y a une famine dans tel pays à l'autre bout du monde, et les gens comprennent théoriquement qu'il y a une famine, mais ils n'arrivent pas à se projeter dedans, tu vois. Et donc pour eux, ça veut un peu rien dire. Et je pense que pour la plupart des gens, ça veut un peu rien dire. On leur parle d'IA, de super intelligence, ils comprennent pas comment ça va les affecter. Et donc, du coup, ils se disent, rien ne va changer, ma vie va être à peu près comme j'avais prédit, tu vois. Et ça fait qu'il y a des gens qui vont continuer à se former pour des carrières qui sont en première ligne sur l'IA. Mais jusqu'au jour où vraiment ça va leur tomber dessus, ils vont pouvoir l'ignorer, en fait. Et je pense que les gens ont une grande capacité à pouvoir ignorer des choses jusqu'à vraiment ça les cogne en pleine figure. Alors que justement l'intelligence artificielle a de grandes chances d'impacter très fortement la vie de tout le monde. Toi, tu vas même jusqu'à dire dans une vidéo que c'est l'événement le plus important depuis Hiroshima. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi, d'après toi, qu'est-ce qui va à ce point changer dans le monde du fait de l'intelligence artificielle? Si tu passes pas mal de temps à interagir avec les modèles et que tu vois la courbe de progression, tu dis, OK, quand tu as commencé à utiliser ChatGPT, là où la plupart des gens ont découvert ChatGPT sur la version 3.5, en fin 2023. C'était pas mal. C'était impressionnant parce qu'il pouvait répondre à des trucs, etc. Mais il faisait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup d'hallucinations, etc. Aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps à interagir avec les modèles, t'as beaucoup moins de problèmes d'hallucination, t'as beaucoup moins de problèmes d'erreurs, t'as pas ces problèmes de contexte qui se met en boucle, etc. Beaucoup de trucs ont été résolus en l'espace de 2 ans. C'est pas beaucoup, tu vois. Tu regardes ton iPhone de 2023 et l'iPhone de 2025, je suis pas capable de dire la différence. La plupart des choses ont pas beaucoup évolué en 2 ans. Et là, tu vois une courbe énorme. Si tu projettes un petit peu cette courbe et tu dis, OK, le modèle continue à s'améliorer. Aujourd'hui, moi, typiquement, j'ai plusieurs entreprises. Il y a plein de tâches où qu'avant, j'aurais dû recruter quelqu'un pour les déléguer. Et aujourd'hui, je peux directement aller soit sur ChatGPT, soit sur Claude comme modèle
et j'aurai un résultat qui est meilleur que ce que j'aurais pu déléguer, beaucoup plus rapidement, avec moins de travail de ma part. Et tu dis, du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, tu vois, dans mon domaine, c'est beaucoup plus facile de monter une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires avec 1 ou 2 personnes que ça l'était il y a même 3-4 ans. Quand tu fais 1 million, il y a des éléments de support, il y a pas mal de trucs à rédiger, il faut faire des emails, des promotions, des machins, qu'aujourd'hui, tu peux faire beaucoup plus efficacement. Donc, je pense qu'il y a déjà une première vague où, en fait, le niveau du modèle monte, et aujourd'hui, tu as une grande partie de la population qui est en dessous du niveau de ce que le modèle peut produire, même si tu mets de côté les questions de coût. Donc évidemment, il y a la question de coût, c'est moins cher de sous-traiter à de l'IA, mais c'est aussi plus fiable et c'est aussi plus rapide. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle pas mal d'emplois n'ont pas été totalement automatisés par ça, c'est déjà simplement parce qu'il y a une inertie dans pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore eu le temps de le faire, que pas mal d'emplois combinent différents éléments, tu vois. T'as une personne qui est responsable du marketing, il passe pas mal de temps à rédiger des machins qui pourraient être en fait rédigés par Claude ou ChatGPT, mais il doit aussi aller à des réunions, il doit aussi interagir avec des fournisseurs, etc. Différents éléments que actuellement l'IA ne peut pas faire ou pas facilement. C'est pas facile aujourd'hui de créer un agent IA qui peut interagir avec des collègues ou interagir avec des fournisseurs. Tu vois, globalement, ça reste quand même un environnement fermé où tu parles à ton chat et te renvoie un élément. Mais ça, c'est les entreprises, tu vois, qui ont une inertie. Mais aujourd'hui, si tu faisais une nouvelle entreprise, est-ce que tu vas te dire, je vais recruter une personne pour faire du marketing, si en fait, principalement, son travail, c'est d'écrire du texte qui peut être rédigé par une IA et interagir avec ses collègues dans des réunions. Peut-être qu'il y a même plus de réunions si en fait il y a beaucoup moins de monde et on utilise beaucoup plus d'IA. Tu vois. Donc je pense qu'il y a tout cet élément où en fait il y a une certaine inertie où les choses prennent du temps à faire. C'est un petit peu comme, tu vois, le jour où ils ont inventé l'automobile a changé le monde, mais ça peut pas arriver du jour au lendemain parce qu'il faut repenser toutes les routes, il faut repenser toute l'infrastructure. Tant que tu as partout des chevaux qui traînent des chariots quelque part, c'est compliqué de faire passer beaucoup de voitures. Le monde, à mon avis, prend du temps et ça c'est quand même un peu un filet de sécurité, en tout cas un truc qui va ralentir, tu vois, ça donne un délai pour les gens pour s'adapter. Mais ça semble évident que assez rapidement, une grande partie des gens pourront pas produire un truc mieux en fait que ce qu'une IA peut faire. Et si tu amènes ça encore plus loin, à un certain point, tout le monde, tu vois, que ce soit toi ou moi, en fait, ils pourront générer. Aujourd'hui, la génération de vidéos a fait des énormes progrès. La génération de texte est déjà extrêmement impressionnante. À un certain point, le podcast, il se génère quasiment tout seul. À un certain point, tu as un influenceur IA qui poste du contenu plus intéressant, plus souvent, qui itère plus vite, qui peut faire plus de choses qu'un influenceur humain. Et aujourd'hui, si tu regardes ce que les gens regardent sur Instagram ou sur TikTok, c'est pas sûr qu'ils vont toujours vers la meilleure qualité, ils vont sur le truc qui est le plus optimisé pour aller dans leur biais, tu vois. Donc à un moment donné où tu te dis, ok, la plupart des emplois peuvent être remplacés par une IA, les influenceurs peuvent être remplacés par une IA. Bientôt, potentiellement, tu as des acteurs IA qui vont arriver, tu as les films qui vont être créés par une IA. Netflix utilise toute sa donnée, et plutôt que de payer des millions de dollars pour quelqu'un pour faire un film pour lui, il commence à générer des films en IA. Et tu vas dire, non, mais les gens regarderont pas des films en IA. Si les films IA sont suffisamment bons, les gens les regarderont. Tout comme aujourd'hui, il y a un scandale qui est sorti récemment, que beaucoup de comptes politiques sur le Twitter américain sont en fait gérés par des gens au Pakistan ou au Bangladesh qui sont là juste pour prendre le revenu publicitaire. Deux choses. Est-ce qu'on croit que parce que ces comptes sont pas authentiques, il n'y a pas des millions d'Américains qui ont envie de reposter ce qu'ils disent juste parce que ça va dans leur biais, évidemment qu'ils vont poster quelle que soit la qualité du contenu qui est derrière. Et ensuite, est-ce qu'on pense que parce que on découvre que certains de ces comptes sont gérés par des gens qui n'en ont rien à faire du sujet, qui sont juste là pour faire du clic et pour faire un peu d'argent sur la pub, est-ce qu'on pense que ces comptes vont disparaître? Non, parce qu'en fait, les gens s'en fichent, tu vois. La plupart des gens ne cherchent pas à manger de la nourriture biologique, machin. Et de la même manière, la plupart des gens, tu leur donnes du contenu IA, tant que ça les intéresse, ils vont cliquer, ils vont engager, tu vois. Et potentiellement, les gens qui s'intéressent à du contenu uniquement créé par des humains vont être finalement une petite minorité. Un peu comme les gens aujourd'hui qui veulent uniquement avoir de la viande qui a été élevée de manière éthique, etc. Ce marché existe, mais tu vois, c'est pas la majorité des gens. Et tu fais ça et tu dis, OK, à quel moment est-ce que cet influenceur IA, ça peut pas être un politicien IA, qui dit exactement tout ce qu'il faut faire, qui appuie sur les bons boutons, qui a tous les bons arguments, qui dit la bonne chose à la bonne personne, et tout d'un coup, à ce moment, tu te dis, quelle place il reste, en fait. Et les gens détestent cet argument de, je vois pas comment cette courbe, si tu la continues, elle arrive pas à l'extinction de l'humanité. Les gens détestent cet argument, pourquoi? Parce que c'est des trucs de fiction. C'est Matrix, c'est Terminator, oh là là, tu crois que les machines vont se révolter, etc. Pas forcément besoin de penser que les machines vont se révolter. En fait, c'est juste que si à un moment donné, les machines ont plus vraiment besoin de toi,
tu sers à quoi, tu vois? T'es l'équivalent d'un chat ou d'un chien qui est un animal de compagnie. Sauf que nous, les chats et les chiens, on les trouve mignons, mais je suis pas sûr que ChatGPT 12, il me trouvera mignon, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi il me garde, pour qu'il continue à consacrer des ressources qui pourraient être utilisées à faire plus d'IA, à faire survivre les humains dont on n'a plus besoin, tu vois. Et c'est cet argument-là. Et cet argument-là, en un sens, tu vois, t'as envie de le combattre par le biais de... Mais non, mais c'est trop... Il y a forcément quelque chose qui va se passer. Je sais pas trop, mais voilà, peut-être que à un moment donné, les modèles, ils pourront plus scaler. Oh, on n'aura plus assez de data et on pourra plus scaler les trucs. Oh, en fait, on n'aura plus l'électricité. Et tu vois, il y a tout un tas de raisons que les gens vont essayer de se raccrocher sans vraiment savoir si ces raisons tiennent la route. Mon impression, c'est que si tu pousses cette réflexion jusqu'au bout, effectivement, c'est difficile de trouver un vrai contre-argument au fait que les modèles vont juste devenir meilleurs et nous, on va rester pareil et à un moment donné, on sera obsolète. Mais même si tu mets du côté, voilà, je suis pas chercheur en IA, tu vois, je suis pas dans OpenAI pour savoir si effectivement on a encore 10 ans de scaling devant nous au même rythme. Mais ce que je trouve intéressant, c'est la réaction des gens face à ces arguments, où en fait, ils refusent d'accepter les arguments. Ils se raccrochent à différentes excuses. Tu vois, par exemple, il y a tout un fatras autour de l'IA, ça utilise trop d'eau. C'est qui est un truc assez marrant parce que ça sort un peu nulle part et en fait ça tient pas la route, mais il faut se raccrocher à quelque chose. Et si tu montres aux gens que c'est faux, ça n'a aucune importance parce qu'ils vont se raccrocher à la croyance existante qui se base uniquement sur ce biais de normalité, qui se base pas du tout sur une réflexion en fait. Et donc ils vont pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et donc tu vas toujours pouvoir leur donner un argument, mais eux, ils auront toujours autre chose à te dire pourquoi ça se passera pas. Et ça, c'est un élément que je trouve assez fascinant. Et donc, moi, tu vois, j'ai pas de contre-argument, en fait, à cet argument de les modèles s'améliorent, nous, on reste pareil, et en fait, on devient obsolète. Pour moi, le seul argument, c'est de dire, c'est bizarre. Donc, on va dire que non. De ce point de vue-là, moi, j'avais été particulièrement marqué début 2025 parce que j'avais été invité à une conférence au siège de l'OCDE à Paris. Et c'était une conférence qui était donnée par Yoshua Bengio, qui est un des 3 pères de l'intelligence artificielle moderne, prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en informatique, et qui est aussi le chercheur le plus cité au monde, tout domaine confondu. Donc vraiment une sommité totale dans son domaine. Et lui-même, sur scène, devant des dirigeants, des chercheurs, des journalistes, disait qu'il y avait des probabilités d'extinction de l'espèce humaine qui étaient potentiellement élevées. Lui, il allait jusqu'à dire quelque chose comme 25% de probabilité d'extinction de l'espèce humaine due à l'intelligence artificielle. Et vraiment, enfin même émotionnellement, on voyait qu'il était touché. Il disait qu'il avait peur pour ses enfants, que vraiment il fallait faire quelque chose de ce point de vue-là. Et je suis sorti de cette conférence un peu étonné et bouleversé, quoi, parce que j'avais beau comprendre les arguments théoriques, le fait de voir un des plus grands chercheurs comme ça, te dire ça concrètement dans un cadre aussi sérieux et prestigieux que celui-là, vraiment ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais comment c'est possible qu'on vive vraiment dans ce monde dans lequel les plus grands experts au monde nous disent qu'il y a ce risque et il se passe pas grand chose. Genre, la plupart des discours, c'est ceux que t'as dit, mais est-ce que ça va vraiment scaler ou je sais pas quoi. Des sortes de petites excuses qui sont très facilement déboulonnables. Alors que de l'autre côté, on a, comme je le disais, les plus grands experts qui nous disent que non, c'est la merde, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et vraiment, cette distinction entre ce qui se passe et l'action concrète de la société, je la trouve assez étonnante, quoi. Ouais. Il y a un élément assez marrant. C'est que il y a une fraction de l'opinion qui est pro-IA et qui veut scaler, notamment aux États-Unis, tu vois, c'est les accélérateurs. Il faut que ça scale le plus possible et plus vite possible, parce que sinon les Chinois vont nous rattraper. Il y a une partie notamment de la tech américaine qui est sur cette position. Et les gens qui aiment pas l'IA, parce qu'ils trouvent que c'est nul, que c'est du slop, que ça vole les artistes, etc. En fait, ils détestent tellement l'IA que ils veulent te dire qu'en fait l'IA ça marche pas, que c'est un scam, de toute manière c'est nul et donc du coup ça marchera jamais. Et comme en fait ils détestent tellement l'IA, en fait ils combattent pas tant l'IA que ça parce qu'ils se disent de toute manière tout est faux, tu vois. Et ça c'est de moins en moins le cas à mesure que les modèles s'améliorent. Tu vois, il y a vraiment des gens qui te disaient de toute manière la génération d'images ça va jamais marcher parce que ça met trop de doigts. Tu sais, c'est un problème qui a existé pendant 1 an, 1 an et demi, quoi. Et ça a été totalement résolu. Aujourd'hui, le problème des doigts est totalement résolu. Après, il y a le problème du texte. Vous pouvez pas mettre de texte. Ça a été totalement résolu. Et donc, petit à petit, même ces gens-là doivent s'apercevoir qu'effectivement, c'est parce qu'un truc marche pas aujourd'hui qu'il marchera pas demain, tu vois. Mais il y a vraiment un moment, c'est truc où, en fait, c'était plus facile de dire,
regarde, j'ai trouvé un truc que ChatGPT sait pas faire, donc du coup ChatGPT c'est nul, ça marchera jamais. C'était plus facile de dire ça pour se protéger plutôt que d'essayer vraiment de réfléchir à ce que tu peux faire. Parce que si tu réfléchis vraiment à ce que tu peux faire, t'as quand même un sentiment un peu d'impuissance, et je pense pas que les gens aient très envie d'inviter ce sentiment d'impuissance. Parce que tu dis, bah ok, est-ce que concrètement, je vais réussir à arrêter OpenAI de développer son prochain modèle? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit stopper tout le progrès technologique? Et comment, tu vois, et par quel pouvoir gouvernemental mondial on va arrêter ce progrès technologique? Et effectivement, si nous on l'arrête, est-ce que les Chinois n'y vont pas? Il y a ce truc d'impuissance, et je pense que personne n'a envie de se mettre face à cette situation. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Et tant que tu es dans une situation où il n'y a pas de bonne réponse, mais que le problème se pose pas maintenant, en fait, c'est plus facile de pas y penser, en fait. Ouais, surtout si on n'a pas de solution, il y a juste un problème sans rien pour y répondre, on a vraiment envie de l'éviter. Puis il y a aussi ce que tu décrivais un peu avant, cette espèce de wishful thinking, de se dire « Ah, mais j'ai pas envie qu'il y ait une extraction, donc elle aura pas lieu. » Et puis on va sélectionner aussi, de par dans notre environnement, les informations qui vont dans le sens de ce qu'on croit, quoi. Par exemple, tout le patra autour de ChatGPT 5. Donc il y avait un problème de branding qui était, ChatGPT 4, pour le coup, c'était énorme. Je me souviens quand ChatGPT 4 est sorti, c'était un énorme step-up. À une époque où il n'y avait pas trop d'autres modèles, etc., c'était vraiment un gros coup dans la tête, ChatGPT 4. Du coup, ils sortent ChatGPT 5 et c'est un peu mieux, etc. Donc beaucoup de gens sont très très contents de tirer la conclusion du coup, ça prouve que le scaling ne marche pas. Alors qu'en fait, si tu regardes exactement ce qui se passe, c'est qu'ils sortent des modèles qui sont successivement un peu meilleurs que les autres, et qu'à un moment donné, pour des raisons qu'on comprend pas exactement, ils ont décidé que celui-là allait être ChatGPT 5. Probablement la raison était que ça allait en fait réduire leurs coûts. C'est pour ça qu'ils ont forcé tout le monde à passer à ChatGPT 5, qui était en fait plus efficient, et ça pouvait réduire leurs coûts, notamment sur la version gratuite. Et on voit que quand ils sont passés sur ChatGPT 5, la version gratuite a eu le même modèle que les versions payantes, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ils avaient peut-être d'autres motivations d'appeler ça 5. Mais si tu creuses un petit peu, tu découvres qu'à un moment, ils ont dit que ça devait être le même step. C'était juste un branding un petit peu particulier en termes de choix de nom des modèles. Mais beaucoup de gens étaient très très contents de tirer la conclusion de « Ah, c'est bon, ça a plafonné ». Et juste après, quand il y a des modèles encore mieux qui sont sortis, il y a eu des grosses releases Gemini qui sont sorties juste après. Et après, il y a eu un très bon modèle Claude. En fait, si le scaling continuait, tu vois. Mais les gens étaient très contents d'avoir cette preuve qui allait dans leur direction. Ouais, clairement. Et moi, quelque chose que je trouve particulièrement impressionnant aussi, c'est la vitesse à laquelle nous, humains, on s'est adaptés à avoir des technologies aussi folles dans nos vies. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens, il y a encore 5-6 ans, je regardais le film Her, qui est sorti en 2013, je crois, où le héros tombe amoureux de son intelligence artificielle, qui a une interface vocale, et s'ensuit toute une histoire amoureuse entre les deux, qui est vraiment super intéressante, d'ailleurs, vraiment très très bon film. Et à l'époque, c'était clairement de la science-fiction. Genre, on se disait, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver dans 50, 100 ans peut-être, et il y a même des gens qui disaient ça n'arrivera jamais. Je me souviens par exemple Luc Julia, qui est quand même très écouté en France, disait jamais on pourra discuter avec les intelligences artificielles comme avec les humains, parce que le langage c'est quelque chose qui est réservé aux humains, c'est ça qui fait la spécificité des humains. Et même dans l'histoire de la philosophie, on avait discuté dans un épisode où j'avais interviewé Monsieur Phi, en fait, dans l'histoire de la philosophie, le langage, c'est un truc qui est hyper important pour déterminer quels sont les êtres qui ont des âmes, quels sont les êtres qui ont une conscience, etc. Et là, on a des machines qui nous parlent, qui créent des séquences de mots totalement inédites. On peut même parler avec en interface vocale, elles ont des intonations particulières. Il y a des gens qui tombent amoureux de ces intelligences artificielles. On vit dans la science-fiction, mais ça semble tout à fait normal à tout le monde. Tout le monde est blasé et dit « Ah, mais ouais, en fait, non, c'est pas terrible, c'est pas top. Une fois, j'ai demandé à ChatGPT une information, il m'a donné la mauvaise information, tu vois. » Tout le monde est super blasé de ce truc-là, qui en fait, il y a seulement 3 ans, était totalement impossible. Ça date pas d'il y a si longtemps, tu vois. Et ça, je pense que ça joue dans le biais de normalité, c'est-à-dire que il y a des changements énormes qui arrivent, mais les gens s'y habituent. Tu vois, une analogie par rapport à ça, c'est la bombe atomique, par exemple, tu vois. Toi et moi, on a grandi dans un monde où c'était acquis qu'à tout moment, bombe atomique, c'est bon, tu peux mourir et le monde entier est détruit, tu vois. Et en fait, t'y penses jamais. Tu vois, t'y penses jamais, c'est juste un élément de fond qui est acquis.
il y a une courte période après que tu vois, pendant la guerre froide, etc., ou je sais pas, pendant la crise des missiles de Cuba, où les gens ils pensaient vraiment et ils se disaient ça peut vraiment arriver, etc. Mais à un certain point, on s'habitue à tout en fait. On est blasé. Et ça, je pense que c'est la même théorie que quand les gens disent une personne qui gagne au loto, en fait, 5 ans plus tard, elle a le même niveau de bonheur. Une personne qui a un accident de voiture et qui devient paralysée 5 ans plus tard, elle a le même niveau de bonheur. Il y a une adaptation en fait qui se fait. Et je pense que c'est le même truc en fait. Tous les adaptations, tous les trucs énormes qu'on a eu, mais que ce soit, tu vois, Internet. Enfin, Internet, c'est vraiment, si tu réfléchis, l'impact que ça a, c'est énorme. Mais aujourd'hui, les gens sont totalement blasés et prennent ça totalement pour acquis, tu vois. Ou le smartphone, etc. Ce truc, les gens le prennent totalement pour acquis. Et c'est fou à quel point, à la vitesse à laquelle l'IA et ChatGPT et compagnie ont été prises totalement pour acquis. Et c'est intéressant que les gens se disent, année après année, ce qu'on a, c'est à peu près ce qu'on va continuer à avoir. Et il y a peu de gens qui se disent, OK, donc du coup, s'il y a 2 ans, on était là, et maintenant on est ici, dans 2 ans, on pourrait être là. Et ça, je pense que c'est vraiment un facteur de l'esprit humain qui n'a pas envie de voir ce qu'il n'a pas envie de voir. Tu vois. Ce qui est compréhensible, tu vois, surtout si tu peux rien y faire, mais ça t'amène à des arguments un peu bizarres derrière. Ouais, quand tu dois le rationaliser. Et je pense qu'au-delà de ce biais de normalité, il y a aussi une sorte de spirale du silence qui s'est mise en place. C'est-à-dire que moi-même, je l'aperçois par exemple avec certains invités que je peux recevoir sur le podcast et qui vont avoir des discours en fait très différents en fonction de quand je mange avec, par exemple, après le podcast ou en off, par rapport à ce qu'ils disent face caméra. Vraiment, ils osent pas dire certaines choses. Il y a des discours qui parfois peuvent être même très contradictoires entre ce qu'ils disent quand ils savent qu'ils sont pas observés par rapport à ce qu'ils disent autrement. De quoi est-ce qu'ils n'osent pas parler dans ton podcast? Typiquement, les risques existentiels d'extinction ou quoi, ou toutes les choses qui sont liées aux super intelligences artificielles, donc ces IA qui seraient plus puissantes, des milliers de fois plus puissantes que l'humanité entière, ça c'est vraiment des choses dont ils veulent pas trop parler parce que ça fait très science-fiction. Ils vont même dire des fois que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente ou des poncifs comme ça qu'on entend souvent. Et tu penses qu'ils en parlent pas parce que ils ont peur que ça leur donne une image de personne qui est pas sérieux? Eux-mêmes, certaines personnes en tout cas m'ont dit que ça pourrait vraiment avoir des conséquences assez graves pour leur poste d'un point de vue de leur travail. Okay. Typiquement les personnes qui travaillent dans des organisations importantes, je citais l'OCDE, mais il y a d'autres organisations du genre. Quand tu commences à porter ce genre de message et puis à dire oui, c'est pas de la science-fiction, c'est un truc bien réel, t'as intérêt à avoir d'autres personnes autour de toi qui te soutiennent dans cette démarche. Sinon, tu peux vite être mis à l'écart, quoi. Ouais. Donc, il y a un peu ce truc où les gens osent pas trop le dire, ce qui fait que d'autres n'osent pas trop le dire et que on peut même se retrouver avec une très grande majorité ou en tout cas une bonne partie de la population qui pense que ce sont des risques réels et puis qu'il faut faire quelque chose face à ça, mais juste rien qui se passe parce que personne n'ose dire en pensant que les autres pensent quelque chose de différent également, quoi. Il y a un phénomène psychologique qui s'appelle en anglais le bystander effect, c'est l'effet du passant. C'est l'idée, tu vois, t'es à New York, il y a plein de monde, etc. Tout d'un coup, il y a un gars qui est écroulé un peu contre un mur, tu sais pas trop. Et tout le monde va passer devant et il va rien y penser. Probablement, c'est juste un gars qui était bourré, qui s'est, tu vois, peut-être qu'il a eu une crise. Mais je sais pas trop. S'il y avait vraiment un problème, quelqu'un d'autre s'en serait occupé, tu vois. Alors que si t'es là, t'es dans un ascenseur, t'es avec un gars et d'un coup tu le regardes et boum, le mec il s'écroule, tu vas faire quelque chose. Tu dis, il y a que moi, tu vois. Et quand il y a que toi pour faire quelque chose, les gens vont prendre contrôle. Et quand il y a plein d'autres personnes, d'un coup ils se disent, s'il y avait vraiment quelque chose, il y aurait une autre personne qui s'en serait occupée, c'est pas mon rôle. Il y a un même effet où ils mettent des étudiants, ils leur font faire un test papier, etc. Et d'un coup, dans la porte, là, il y a de la fumée qui commence à sortir. Et du coup, c'est tous des complices du scientifique, mais sauf qu'il y en a un qui est le sujet de l'expériment. Il regarde, personne réagit, il y a de la fumée, il y a un truc qui brûle, ça doit être normal, en fait, tu vois. Et les gens ne réagissent pas parce qu'ils se disent, il y a 10 personnes, si personne le voit, c'est probablement qu'il se passe rien. Et là-dessus, c'est un peu le même effet. Ça concerne toute l'humanité au même niveau. Les gens se disent, s'il y a vraiment un problème, je suis sûr que le président de la République ou le ministre de la Défense ou quelqu'un d'autre plus important que moi s'en occuperait. Pourquoi est-ce que moi, j'irais prendre ça et ça, c'est un effet qui est très fort. Et que plus il y a de monde, en fait, moins t'as de chances que quelqu'un s'en occupe. À un point où dans le bouquin de Robert Cialdini, qui s'appelle Influence et manipulation,
Il te dit, ok, si t'es dans un lieu public et t'as une crise cardiaque, dis, toi, tu vas m'aider, tu pointes quelqu'un pour lui donner la responsabilité, parce que si une dizaine de personnes doivent s'en occuper, ils vont tous se dire que quelqu'un d'autre va le faire. Et là, c'est vraiment personne, tu vois, n'est désigné comme étant. Alors si peut-être certaines personnes se sont auto-désignées, comme Elon Musk, tu vois, qui s'est dit. Donc l'histoire d'origine de OpenAI, c'était Elon Musk pensait que Larry Page chez Google n'était pas suffisamment responsable avec le développement de l'intelligence artificielle, donc on allait développer un autre laboratoire qui serait OpenAI, qui donnerait l'intelligence artificielle pour tous et le ferait de manière responsable et sécurisée, etc. Ce qui après a mené à d'autres personnes qui travaillaient chez OpenAI à dire en fait non, OpenAI ne sont pas responsables et sécurisés, donc nous on va quitter et on va monter un autre labo qui s'appelle Anthropic pour développer une intelligence artificielle qui soit sécurisée, etc. Mais en dehors de ces quelques personnes, tu vois, où Elon Musk a pas du tout ce problème de Elon Musk, c'est peut-être la personne qui a le moins de bystander effect au monde. Il voit un problème planétaire et il se dit non, je pense que ça va être moi qui vais résoudre ce problème. Je pense que je suis la bonne personne. Mais en dehors de lui, tu vois, la plupart des gens se disent bon qu'est-ce que je peux y faire, je comprends pas trop, voilà, si personne n'en parle, on n'en parle pas, quoi. Si vous appréciez mon émission et que vous souhaitez la soutenir, je vous serais très reconnaissant de lui mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast. C'est un geste gratuit qui ne vous prendra que quelques secondes, mais qui m'aidera vraiment à faire grandir ce projet et à rendre les enjeux de l'intelligence artificielle accessibles au plus grand nombre. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Mais justement, sur les personnes comme Elon Musk, Sam Altman, PDG d'OpenAI ou d'autres personnes comme ça, comment est-ce qu'on peut expliquer là aussi que finalement eux-mêmes semblent conscients de ce problème, mais continuent à investir quand même? Je prends l'exemple typiquement de Sam Altman, qui lui, en 2016, je crois, dans une table ronde, disait oui, la fin la plus probable c'est la fin de partie pour tout le monde, mais entre-temps on aura des super business. Ou Dario Amodei, qui est le PDG de Anthropic, donc aussi une des entreprises à la pointe du domaine avec le chatbot Claude, qui disait que selon lui il y a plus ou moins 25% de probabilité d'extinction dans les 5 ans, mais qu'il y a 75% de probabilité d'utopie, et donc à quelque part ça vaut la peine de faire le pari, d'autant plus que si c'est pas lui qui la développe, ça sera quelqu'un d'autre qui sera méchant, et donc ça vaut la peine. Comment est-ce qu'on explique cette attitude un peu de pompier pyromane quelque part? La pression sociale, à mon avis, c'est la même chose, c'est inertie. Tu as la même inertie qui pousse quelqu'un à se dire ma vie va pas trop changer avec l'IA, pousse une personne qui a passé sa carrière, ou en tout cas qui a passé les 5 dernières années à développer de l'IA. À un moment donné, il se dit à quel moment je m'arrête, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Où se trouve la ligne rouge? Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça dans la vie, tu vois. À quel moment tu passes au verre de trop? Tu dis non mais c'est bon, je peux en prendre encore un ou deux, tu vois. Et là ils sont c'est bon, le chat GPT-5 là il va pas détruire le monde, donc probablement on peut le lancer et puis on va lever pas mal d'argent et puis on va faire le prochain modèle, etc., tu vois. Et il y a pas une ligne rouge à un moment donné où Sam Altman va dire il faut que je ferme OpenAI. Et puis très concrètement, quand tu as levé ce volume d'argent, il a pris des engagements auprès de ses investisseurs, etc. Je pense qu'il existerait un monde où mais ça n'aurait jamais existé dans l'histoire du business de fermer une entreprise qui a levé des dizaines de milliards, qui va exploser tout, et de se dire en fait non, on va le fermer. Et effectivement, il y a l'argument de dire en fait quelqu'un d'autre va reprendre le flambeau, qu'on a peut-être quelques années d'avance sur les autres, mais nous on est aussi plus gentils que les autres, donc ça compense, et de toute manière quelqu'un d'autre arrivera là où on sera. Donc on peut pas s'arrêter, on peut même pas ralentir, et puis de toute manière on pourra y penser plus tard quand le problème sera vraiment là. Et donc, du coup, tu te demandes, il y a beaucoup de films qui ont été faits là-dessus, tu vois, le moment où vraiment ils sont mis face au pied du mur et ils se disent, OK, ce prochain modèle, si on le sort, potentiellement, c'est game over, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Mais ils se disent, le moment venu, je prendrai la bonne décision, mais pour le moment, je suis pas forcé de ruiner ma vie, mon entreprise, mes années de travail, la vie de mes employés, toute la fortune qu'ils ont en action, toutes les personnes qui sont autour de moi sont riches grâce aux parts OpenAI qu'ils ont. Je vais pas ruiner tout le monde, je vais pas ruiner tous mes investisseurs qui m'ont fait confiance, etc. Comment il peut arrêter, en fait? En fait, il peut pour moi, il peut pas arrêter. Il est obligé d'aller dans la même dynamique. Une analogie intéressante, c'est Theranos. Donc Theranos, c'était une entreprise qui avait pour promesse de pouvoir tester ton sang
à partir de juste une goutte de sang, de te faire un test sanguin et de pouvoir détecter toutes sortes de maladies et de problèmes, là où actuellement on devrait faire une grosse piqûre. Ce qui permettait de faire des tests sanguins un peu partout en pharmacie, etc., de manière très simple avec une petite machine, etc. C'est une révolution. Donc une excellente idée. Le seul problème de cette idée, c'était que ça marchait pas et que techniquement, ils ont jamais réussi à faire le truc. Moi, j'ai une grande fascination pour Theranos parce que pour la plupart des gens, c'est évident que tu avais cette jeune femme, Elizabeth Holmes, qui voulait faire une fraude, qui a fait sa fraude et puis finalement, la fraude a été découverte, elle a été en prison. Mais si tu regardes Elizabeth Holmes, elle était extrêmement persuasive, elle était capable de lever de l'argent, etc. Pourquoi faire une fraude? Pourquoi pas faire une vraie entreprise et à la fin éviter d'aller en prison? Et la réponse, c'est qu'en fait, au départ, elle pensait pas que c'était une fraude. Au départ, elle se dit, ça se trouve, on va révolutionner le monde comme plein de technologies qui semblaient impossibles avant d'être fait. Le problème, c'est que tu commences à lever de l'argent et puis finalement, ton truc marche pas trop. Et tu commences un peu à pousser les bornes, etc. Et à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où en fait, tu es en train de faire des tests sanguins pour les gens, domaine médical, qui ne marche pas. Et là, tu es clairement dans la fraude, tu vois, est très grave sur les conséquences de la vie des gens. Mais la question que je me pose, c'est où se trouve le moment où elle a fait le pas de trop? Parce que le premier pas, qui était de dire, on va inventer cette nouvelle technologie, on va lever de l'argent, c'était totalement légitime et c'est ce que des milliers d'entrepreneurs ont fait, de lever de l'argent pour une idée qui actuellement ne fonctionne pas. Je suis en train de lire l'histoire du gars qui a monté Ring, qui est comment t'appelles ça? Un truc où t'appuies dans la maison des gens pour que ça sonne. Une sonnette, en français, une sonnette connectée avec une caméra, etc., qui ensuite a été vendue pour 1 milliard à Amazon, tu vois. Il dit, au départ, mon produit, il marchait pas. On n'arrivait pas à le faire, la caméra, on la miniaturisait pas, le Wi-Fi, il était cassé, etc. Mais donc, tous les entrepreneurs commencent comme ça. Elle a commencé comme tout le monde, et elle a fini dans la fraude. Entre les deux, il y a un moment où elle a franchi la ligne rouge, tu vois. Où se trouve la ligne rouge exactement? Est-ce que si t'es dans ses chaussures, moi je me suis beaucoup posé cette question, tu vois. Pour tout le monde, c'est noir et blanc. Pour tout le monde, c'était une fraude. Et évidemment que moi, je suis un gentil, je serais jamais tombé dans la fraude. Mais elle a jamais pensé qu'elle était là pour la fraude. Elle a jamais pensé qu'elle était une fraudeuse. Elle a pensé qu'elle était un entrepreneur. Jusqu'au moment où elle s'est pris dans un truc où elle se dit, mince, j'ai fait des petits mensonges. Et maintenant, je dois soit admettre que j'ai fait des petits mensonges et me faire ruiner, ou alors faire un autre petit mensonge, le rajouter à la pile où il y en a déjà 2, 3, 4, et pouvoir lever mon prochain million, pouvoir avoir 6 mois de plus pour développer mon produit, et peut-être que dans 6 mois, ça marchera. Tu vois, un peu comme le parieur qui se dit, c'est bon, je suis déjà dans le trou, je vais remettre un peu, si ça se trouve, je vais revenir, tu vois, si je pars maintenant, j'ai perdu à 100%, si je remets un peu, si ça se trouve, je vais pouvoir remonter. Tu vois, c'est vraiment ce mindset. Et donc, à quel moment est-ce que t'arrêtes? Et pour l'IA, à quel moment est-ce que t'arrêtes? À quel moment est-ce que c'est trop? Aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai dit, tu vois, sur le fait que, sur l'impact sur les emplois, etc., je pense que c'est une erreur de juger les éléments sur quel est l'impact sur leurs emplois, parce que sinon t'es contre l'électricité et t'es contre l'automobile et t'es contre tout ce qui va augmenter la productivité humaine parce que ça va détruire des emplois, tu vois. T'es contre les tracteurs, les moissonneuses batteuses, etc. Donc tu peux pas juger là-dessus. Donc malgré tout ce que j'ai dit sur l'impact que ChatGPT, Claude et les autres modèles peuvent avoir sur les emplois, actuellement au niveau où on en est, pour moi, c'est net positif. En tout cas, dans ma vie personnelle, c'est un net positif. Je trouve que vraiment le seul net négatif de l'IA, c'est quand ça permet de créer en masse du contenu nul. Peut-être que c'est mon biais, tu vois, de youtubeur et tout, où je suis un peu artiste sur ce côté-là. Mais moi, je vois plus ça comme étant un impact négatif plus de Instagram et de TikTok, tu vois. Pour moi, TikTok, Instagram, c'est un peu des plateformes qui sont toxiques pour. Je voudrais pas trop que mes enfants soient dessus, au même sens où je voudrais pas que mes enfants boivent d'alcool et prennent de la coke, tu vois, un peu dans ce même niveau. Il y a peut-être une différence de degré, évidemment, mais on est un peu dans la direction d'un truc, je voudrais pas trop y toucher parce que je trouve mais moi je veux pas trop y toucher, tu vois. Et donc je trouve que l'IA qui va booster ça, c'est pas top, mais la réalité c'est que ce contenu nul, il existait avant, tu vois, même si ça doit être fait à la main, il était fait à la main avant. On se souvient de Lama Fâché par exemple, et qui avait fait pousser des cris d'horreur à beaucoup de gens sur le YouTube francophone, qui produit du contenu pas terrible, que les gens aimaient bien regarder, parce que comme je le disais, les gens regarderont avec plaisir du contenu pas terrible s'il y a un bon titre et une bonne miniature. Et forcément, il y avait certaines personnes à qui ça plaisait pas, mais ce qui leur plaisait le moins, c'était que beaucoup de gens apprécient ce qu'eux ils appréciaient pas, tu vois, et que beaucoup de gens suivent ce contenu qui était pas bon. Donc pour moi, tu vois, si tu retires ces éléments-là qui auraient existé de toute manière, moi je tire beaucoup d'utilité de ces modèles. Ça m'aide à réfléchir à plein de trucs, à découvrir plein de trucs, à apprendre des choses, à faire des recherches plus efficacement, à écrire des trucs, à moins me répéter, etc. Et j'y trouve beaucoup de valeur. Et évidemment que Sam Altman ou
toutes ces personnes, ils trouvent beaucoup de valeur, ils disent ok, le modèle que j'ai créé actuellement, c'est un bon produit que beaucoup de gens utilisent de leur plein gré, je les force pas à l'utiliser, ça fondamentalement ça améliore alors il y aura un choc de court terme, mais fondamentalement moyen terme, ça va améliorer la productivité, ça va améliorer la société, etc. Et je pense qu'ils ont raison. Est-ce qu'à un certain point ils franchissent la ligne rouge et en fait on arrive sur des modèles qui sont devenus trop puissants? Et le problème, l'argument, c'est qu'en gros, tu as un modèle qui est trop puissant, qui est capable de s'améliorer lui-même. En fait, si le modèle est un meilleur chercheur en IA que les chercheurs en IA, d'un coup, il continue à s'améliorer tout seul. Et à chaque fois qu'il s'améliore, il s'améliore encore plus vite, etc. Et en fait, tu as une explosion. Donc ça, c'est une des théories de comment ça pourrait se produire. Tu as une explosion. Et potentiellement, il y a des gens qui disent, donc si tu regardes par exemple Yudkowsky, il te dit ça peut arriver sur l'échelle de quelques semaines, en fait, où il y a une explosion de l'intelligence. Il y a des gens qui diront ça prendrait plus longtemps. Ça prendrait 3 ans. Ce qui est pas super rassurant dans l'absolu, mais ouais, t'as cet élément-là. Et donc, c'est pas évident à quel point est-ce que tu passes cette ligne rouge. Mais comme c'est pas totalement maintenant, tu fais toujours un pas de plus, tu vois. Tu peux prendre l'autre analogie, la fameuse analogie de la grenouille que tu mets dans l'eau froide et tu fais chauffer l'eau et à un moment donné, la grenouille, elle bout. Si t'avais jeté la grenouille directement dans de l'eau bouillante, elle serait sortie. Mais là, il y a pas de moment clair où elle doit sortir. Ce qui, je pense, à mon avis, ne testez pas ça avec une vraie grenouille parce que déjà, c'est un peu de la cruauté envers les animaux. Mais surtout, je pense qu'en réalité, ça marcherait pas parce que si tu la jettes dans l'eau bouillante, à mon avis, elle a pas l'énergie de sortir. Mais c'est la bonne analogie, je pense. À quel moment se trouve la ligne rouge? Et beaucoup de gens pensent qu'en fait que le monde est noir et blanc. Moi, je me suis beaucoup intéressé sur ma chaîne aux arnaques, les arnaqueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens pensent que si c'était une arnaque à la fin et que c'était évident, ça a toujours été évident que c'était une arnaque, donc c'est une mauvaise personne qui était commencée en voulant faire une arnaque. Et si vraiment tu analyses les arnaqueurs, souvent ça a pas commencé comme ça, ils glissent un petit peu et c'est pas évident de dire l'étape qu'ils ont fait, tu vois. Après si tu peux toujours creuser, tu peux dire OK, là ce truc-là, je l'aurais pas fait, j'aurais pas été aussi loin. Tu peux dire qu'un certain tu te serais arrêté plus tôt, tu vois. Mais la ligne rouge est pas si claire que ça dans beaucoup de domaines de la vie. Y compris sur les arnaqueurs, tu vois. Il y a peu d'arnaqueurs qui ont commencé en se disant je suis là pour arnaquer des gens, en fait. Ils ont commencé en se disant je vais faire un truc, ça va marcher. Au final, ça marchait pas trop. Ils ont voulu couvrir le fait que ça marchait pas et ils se sont enfoncés dans un trou. Et à la fin, ça fait Theranos, par exemple, où tu vois, elle a été en prison pour pas mal d'années, quoi. Un autre exemple que j'ai pas mal étudié, c'est FTX, donc le fameux échange de crypto avec Sam Bankman-Fried. Moi, je suis convaincu, c'est un gars qui a pris 50 ans de prison, quoi. Je suis convaincu qu'il n'était pas au départ parti pour faire une fraude. Et même au moment où il était au plus fond de sa fraude, il pensait pas qu'il faisait une fraude. Il pensait juste que c'est bon, on a bougé de l'argent à droite à gauche, on a fait des trucs, c'est pas grave, l'argent est là, on va le récupérer, etc. Et à mon avis, tu regardes et t'es là et t'aurais été employé à cette époque-là de FTX. Tu te dirais, c'est la crypto, ça bouge vite, il y a de l'argent dans tous les sens, etc. Mais on n'est pas non plus en train de détourner l'argent des gens, on n'est pas en train de leur voler leur argent, etc. On est juste en train de bouger vite et peut-être que niveau compta, ça bouge un peu et tout n'est pas totalement à jour. Mais tu vois, tu penses pas en fait que t'as franchi cette ligne et tu te rends compte que t'as franchi la ligne que quand c'est beaucoup trop tard en fait. Donc en l'occurrence, il se rend compte qu'il a franchi la ligne littéralement quand les autorités du Bahamas débarquent pour l'arrêter et vont l'extradier aux États-Unis, tu vois. Quand le truc a totalement explosé, quand il peut plus rembourser les gens, mais jusqu'à la dernière seconde, il pense qu'en fait, mais non, c'est bon, on va pouvoir rattraper, etc. Et il y a beaucoup de cas comme ça, en fait, où même tu peux regarder le loup de Wall Street. Au départ, le loup de Wall Street, c'est un mec qui vend des penny stocks au téléphone, et en fait, il vend des trucs, mais il se aperçoit qu'il peut faire plus de profit en faisant tel ou tel truc. Et donc, de plus en plus, il s'enfonce dans un truc et il franchit certaines lignes. Mais c'est pas évident. Et tu peux le voir aussi dans ta vie, tu vois. À quel moment est-ce que t'as pris le verre de trop, tu vois. Rétrospectivement, c'était le 5e, mais quand t'en étais au 4e, tu pensais que t'en pouvais faire un autre de plus, tu vois. Dans tous les exemples que tu as donnés, je trouve qu'il y a à chaque fois un peu ce virement qui arrive à un moment donné où là on se rend compte qu'il y a l'arnaque, où il y a le gros problème. Et dans l'analogie avec le Covid que tu avais donné au début de l'épisode également, tu vois, il y a eu le moment où Macron était face à tout le monde dans les télévisions, qui disait « nous sommes en guerre ». Et là tout d'un coup ça a déclenché quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir la même chose avec l'intelligence artificielle, à un moment donné une capacité particulière ou une sorte de mini-catastrophe qui arriverait et qui pourrait comme ça réveiller à quelque part l'opinion publique et les gouvernements sur le sujet? Si on a de la chance, oui. C'est aussi, tu vois, c'est toujours l'argument qui est plus fondamental en termes de technologie
est-ce que on peut arriver sur un truc où d'un coup le modèle s'améliore tout seul et en fait en l'espace de quelques semaines on perd totalement le contrôle, ou est-ce que c'est un truc graduel pendant plusieurs années? Et si oui, à quel moment est-ce qu'il y a un événement, tu vois, qui déclenche quelque chose? Beaucoup de gens sont focalisés sur et si l'IA pouvait être utilisée pour du terrorisme par exemple, etc. Et je suis pas convaincu que ce soit la bonne manière d'y penser, parce que si l'IA est utilisée par les terroristes, tu auras beaucoup de gens qui se disent du coup, il faut qu'on développe une IA super forte pour combattre les terroristes, mais qu'on la protège bien pour pas qu'elle tombe entre les mains des terroristes. Ce serait déjà une chose. Ce qui voudrait dire que actuellement, les meilleurs modèles, n'importe qui peut y accéder. Sur une API ou quoi, tu peux accéder essentiellement au meilleur modèle. Enfin, il y a peut-être un meilleur modèle qui est pas encore sorti, tu vois, qui existe au sein d'OpenAI, mais c'est pas parce que ils l'ont gardé pour eux, tu vois. Peut-être qu'à un certain point, tu as une divergence où certains modèles sont considérés comme étant trop dangereux pour être mis entre les mains de n'importe qui, et sont juste vendus à des grandes entreprises, à des gouvernements. Donc là, ça pose la question de est-ce que du coup, t'arrives pas dans un système totalitaire où en fait les gouvernements, les grandes entreprises peuvent totalement te dominer, t'influencer. Déjà, ChatGPT, il sait exactement quoi te dire pour te convaincre de n'importe quoi. Ce serait pas très compliqué d'utiliser ces modèles pour manipuler la population, etc. Donc t'as cette question-là où tu pourrais dire, ok, il y a peut-être un élément où on retient certains modèles. Mais si tu réfléchis d'un point de vue du risque existentiel, ça c'est pas une réponse, parce que le risque existentiel c'est pas un terroriste va utiliser ChatGPT pour inventer le prochain Covid qui va tuer tout le monde. Le risque existentiel, c'est plus personne ne pourra contrôler cette IA. Il s'échappe du labo, il s'améliore tout seul, il s'installe tout seul sur tous les serveurs, il s'améliore, il veut accumuler plus de ressources pour continuer à s'améliorer. Les humains sont dans son chemin pour les ressources, et donc c'est la théorie de la machine à paperclip. Parfois, je sais pas parler français. La machine à trombone, tu vois. C'est que si tu as créé une IA dont l'objectif, c'est de pouvoir créer des trombones, une fois qu'elle a optimisé l'usine à trombone, elle se dit, je vais construire une deuxième usine. Et pour ça, et au final, la Terre entière elle devient une usine à trombone parce qu'il maximise son objectif, tu vois. Donc là, ça résout pas trop le truc. Donc après, tu te dis, à quel moment est-ce que les gens vont se dire, en fait, à quel moment est-ce que les gens auront la réalisation que le groupe, des Amish aux États-Unis ont eu. Donc c'est un groupe qui essentiellement dans la communauté ils ont des règles sur quelle technologie tu peux utiliser ou non. Donc globalement tu peux pas utiliser électricité, de voiture, évidemment pas de téléphone, etc. Leur réalisation, c'est à un moment donné, ces technologies sont trop fortes et vont détruire la fabrique sociale de notre communauté. Parce que si t'as l'électricité, maintenant t'as la télé et les gens regardent la télé au lieu de discuter avec leurs voisins. Si t'as la voiture, tu peux aller travailler dans la ville à 30 minutes en voiture et tu travailles plus avec la communauté, etc. Et donc leur raisonnement, et c'est un peu le seul groupe au monde qui a vraiment, à ma connaissance, qui a vraiment été jusque là. Le raisonnement, c'est ces technologies sont trop puissantes, notre manière de vivre ne peut pas résister à ces technologies. Donc on va s'interdire de les utiliser. Ce qui est hallucinant, c'est que ça fonctionne en fait. C'est que aujourd'hui en 2025, ces gens continuent à exister, que leur communauté grossit parce qu'ils ont énormément d'enfants, donc leur fertilité est largement supérieure à la fertilité de l'Américain moyen. Donc il y a un truc où si ça continue comme ça, dans 200 ans, 50% de la population sera Amish, parce que l'effet de compounding. C'est parfois je sais pas parler français. L'effet de compounding, l'effet d'échelle, de multiplication, je sais pas comment on dit en français, va s'améliorer à un point où ils vont être énormes. Et donc ce qui est intéressant, c'est que du coup ça à l'échelle de cette communauté, c'est une dynamique qui a été stable. Et donc le point de se dire, est-ce qu'à un certain point l'IA commence à te faire tellement peur? Je sais pas, à un certain point tu te rends compte que un politicien IA pourrait facilement, s'il était autorisé, gagner les élections et devenir président facilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, un candidat, il a toujours des problèmes. Tu peux dire, Trump, il a fait tel truc, il a couché avec une actrice porno, Macron, il a travaillé chez Rothschild. Tu vois, un humain, il a toujours des problèmes. C'est compliqué de trouver un humain qui a à la fois le charisme, le bon parcours, le bon réseau, qui coche toutes les cases pour être président. Et c'est pour ça que la plupart des politiciens, finalement, sont imparfaits. Tu peux toujours trouver un truc qui va pas. Un politicien qui serait purement optimisé algorithmiquement, parce que des politiciens IA, tu pourrais en créer des milliers et des milliers et choisir celui qui fonctionne. Tu pourrais avoir le bon storytelling, potentiellement. Est-ce que à ce point-là, les gens disent, ok, l'IA est plus forte que nous. En fait, si on la laisse continuer à nous concurrencer, elle va détruire notre mode de vie. Elle va détruire notre mode de vie
et elle va rendre la société totalement méconnaissable. Et il faut qu'on interdise cette technologie. Faut qu'on s'interdise cette technologie parce que elle devient trop forte, tu vois. Et comme ça a été fait une fois, tu te dis c'est peut-être pas impossible. Mais il y a d'autres exemples, hein, mais les Allemands qui ont interdit l'énergie atomique, tu vois, où en fait c'était super utile et ça aurait réduit le niveau de pollution, mais ils se l'ont interdit. Et est-ce qu'à un certain point, tu vois, tu as un événement qui est suffisamment frappant pour qu'on prenne cette décision? Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, en gros, sur le modèle de scaling, il faut tellement de ressources pour entraîner des modèles encore meilleurs que c'est pas un truc qui va être fait trop en secret, je pense. Sauf si aussi vraiment le paradigme change, tu vois. Mais c'est pas en mode, ouais, si on l'interdit, il y aura encore des mecs qui vont entraîner leurs IA. Oui, ils vont encore entraîner leurs IA, comme aujourd'hui, il y a du trafic de drogue ou quoi que ce soit. Il y aura toujours des gens qui peuvent faire des trucs illégaux, mais pas à une échelle qui est suffisante potentiellement pour débloquer une super intelligence. Donc, il y a probablement un modèle faisable où si tu pouvais avoir l'accord mondial des différentes nations, tu vois, si on peut assez faire peur aux Chinois. Mais le truc, c'est que les Chinois, ils sont dans la compète et peut-être que non plus ils croient pas à la fin du monde, tu vois, mais les Chinois, ils ont pas non plus envie que leur mode de vie soit détruit. Donc, à un certain point, potentiellement, t'arrives à un consensus où on dit, OK, ce truc-là, il faut qu'on le stoppe, et donc, potentiellement, tu le stoppes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu continues à utiliser ton modèle que t'as, et tu dis, on va pas plus loin que ça, on peut pas, tu peux quantifier en mode, je sais pas, le nombre de paramètres ou quoi, ou la quantité de données qui est utilisée pour traîner, et tu dis, on peut essayer d'optimiser ce qu'on a déjà, mais on va pas plus loin, parce que si on va plus loin, on sait que ça marchera, mais que les conséquences seront négatives, tu vois. Est-ce qu'à un certain point, il y a la volonté, politique de le faire, peut-être? Je pense que vraiment le seul truc, c'est que tu peux avoir les Américains et les Chinois qui sont d'accord là-dessus, ça peut marcher, tu vois. Au même niveau où tu pouvais avoir les Américains et les Soviétiques qui étaient d'accord pour réduire leur nombre d'armes nucléaires, et ça a marché, tant qu'ils l'ont fait ensemble. Donc, tu vois, il y a un espoir là-dessus, mais ça ne marche que l'espoir ne marche que si tu crois au danger, en fait. Parce que dire, si tu crois pas au danger et tu dis ça n'arrivera jamais, là, potentiellement, je vois pas comment tu te protèges. Ouais, bien sûr. Et d'après toi, comment est-ce qu'on pourrait inciter les gens dans la vie de tous les jours ou même les gouvernements à prendre justement plus ce problème au sérieux ou à investir de façon plus générale au-delà de ce problème spécifiquement lié à l'IA? Comment faire en sorte que finalement les gens s'intéressent plus ou mettent plus de ressources en temps, en argent ou autre dans des problèmes qui ont une probabilité d'arriver qui est pas forcément énorme, même si là, en l'occurrence, ça peut quand même être des probabilités assez élevées, hein, comme on le disait, ou qui paraissent très pas très concrets dans la vie des gens, mais malgré tout, on veut que la société prenne en compte ces problèmes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à résoudre ça? Est-ce que tu aurais des pistes là-dessus? C'est clairement pas évident, hein, même sur des éléments comme les pandémies, etc. Beaucoup d'experts considèrent que, en fait, peu de leçons ont été retenues de ce qu'on a eu avec le Covid, et qu'on n'est pas forcément mieux préparé qu'avant pour faire face à ce genre de situation, tu vois. Et je pense que globalement, c'est compliqué pour les gens de réfléchir en probabilité. La plupart des gens disent soit ça va arriver, soit ça va pas arriver, mais tu me dis il y a 30% de chances que ça arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Dans d'autres domaines, ils y arrivent plus ou moins, tu vois. La plupart des gens portent leur ceinture de sécurité, qui est un truc probabilistique de ça coûte pas grand-chose de mettre ta ceinture, il y a peu de chances que ça aide, mais si ça aide, ça va aider beaucoup. Donc le rapport coût-résultat est fort. Mais si, comme ici en Thaïlande par exemple, les gens attendent pas des pénalités très importantes de conduire leur scooter sans casque, beaucoup de gens ne portent pas de casque. Alors que si tu as un accident, tu tombes d'un scooter avec un casque, si tu vas pas trop vite, dans la plupart des cas, tu te seras égratigné. Tu tombes d'un scooter sans casque et tu t'éclates la tête, c'est très très grave, tu vois. Donc l'effort de mettre un casque est minime, mais tu dis bah là, ouais, ça fait 30 ans que je fais du scooter, je me suis jamais pris un trauma crânien. Oui, mais le ratio effort résultat, il est quand même assez favorable, tu vois. C'est un petit effort pour une petite probabilité que ça arrive, mais si ça arrive, une grosse différence. Et donc en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que si les gens se sentent pas forcés de mettre un casque, et peut-être que la raison pour laquelle en France tout le monde porte une ceinture de sécurité, c'est qu'ils se disent pas il y a
0,1% de chance ou moins que j'ai un accident. Ils se disent, il y a 15% de chance que la police m'attrape. Tu vois, et donc du coup, t'as créé cet élément. Donc le fait de pousser les gens à s'intéresser à des probabilités est assez difficile. Et la population n'a pas une très bonne vision des probabilités. Donc par exemple, beaucoup de gens ont peur de prendre l'avion et d'avoir un crash d'avion, etc. T'as beau leur expliquer que l'avion est le mode de transport le moins dangereux au monde, et que certes, de temps en temps, il y a un crash d'avion dans l'actualité, mais c'est parce que dès qu'il y a un crash d'avion quelque part dans le monde, c'est dans l'actualité. Alors qu'évidemment, il y a des centaines de crashs de voitures par jour, mais c'est pas dans l'actualité. Donc ils ont cette vision déformée des choses. Et comment est-ce que tu travailles là-dessus? À mon avis, l'esprit humain est pas conçu pour travailler en probabilité. Il faut réfléchir totalement différemment en leur disant ça va se passer à coup sûr en fait, en leur disant voilà, ce truc-là il va sortir, ça va arriver. Si on a un politicien IA, demain voilà ce qui va se passer et leur dessiner quelque chose de beaucoup plus concret que de leur parler en probabilité. Et c'est là où ça devient compliqué, c'est que en fait, si tu dis aux gens la réalité des choses telle que toi tu l'aperçois, c'est-à-dire je ne sais pas, mais il y a un risque que, les gens entendent je ne sais pas. Il faut leur dire ce truc-là va arriver. Ce qui est en fait pas ce que toi tu penses, parce que toi tu sais pas. Tu penses que peut-être, mais si tu leur dis pas ce truc-là va arriver pour sûr, il faut se protéger, la plupart des gens vont se dire bon sans doute on est bon, on est tranquille, ça tombera pas sur nous quoi. Donc je pense que l'enjeu va être dans la capacité de pouvoir raconter cette histoire, ce storytelling de très concrètement on est là aujourd'hui et voilà où on arrive. Et je pense que les gens regardent où on est aujourd'hui. D'abord, la plupart des gens ont 1 an et demi, 2 ans de retard sur les capacités actuelles. Donc la plupart des gens ont jamais été sur Sora, la plupart des gens ont jamais utilisé Midjourney, la plupart des gens ont jamais vraiment poussé un peu ChatGPT dans ses retranchements, quoi. Ils ont fait quelques trucs, tu vois. L'autre jour, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les meilleurs prompts quand t'es formateur en ligne. J'ai un commentaire d'un gars qui me dit, moi mon meilleur prompt, c'est de demander à ChatGPT, traduis ce texte en anglais. Et oui, ça marche. Mais est-ce que c'est le meilleur prompt? Est-ce que c'est le truc le plus impressionnant que tu peux faire sur ChatGPT? Je veux dire, tu t'es un peu arrêté à quelque chose assez basique, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu peux uploader, tu vois, une spreadsheet entière sur ChatGPT et il te fait des analyses, il te fait des machins, etc. En même, tu peux maintenant aller directement dans ta spreadsheet dans Google et demander à Gemini de t'écrire des formules, des machins. Donc la plupart des gens n'ont pas poussé les modèles dans leur retranchement. Donc je pense que une capacité à pouvoir démontrer exactement ce qu'on peut faire aujourd'hui et à quel point c'est impressionnant et à quel point ces trucs où on te disait ça n'arrivera jamais, ça ne marche pas, etc. en fait ont été résolus relativement facilement. Donc par exemple, tu vois, l'IA ne pourra jamais utiliser le langage, etc. C'est quand même utile de rappeler aux gens voilà ce qu'on pensait qui était impossible il y a 2 ans et maintenant c'est considéré comme acquis. Donc ce que vous pensez qui est impossible aujourd'hui, comment ça sera pas? Tu vois, pour moi, la probabilité que en 2035, l'influenceur le plus connu au monde soit une IA, à mon avis, elle est de 80%. Ou de 90%, tu vois. Et peut-être que tu mets 10% de chances que ça se produise pas, que vraiment les modèles ne scalent pas, quoi. Mais si les modèles continuent à s'améliorer, je ne vois pas en quoi le fait de pouvoir générer une infinie d'influenceurs différents qui peuvent poster une infinité de contenus, qui peuvent s'adapter de manière infinie, je ne vois pas en quoi ça ne peut pas surcompéter. Au même niveau que actuellement, l'influenceur le plus suivi sur TikTok, c'est un gars qui ne parle pas. Logique. Parce que du coup, n'importe quelle personne de n'importe quel pays peut regarder ses vidéos. Une personne qui parle même anglais ou chinois, il y a toute une partie de la population qui peut pas suivre son contenu. Alors que Kaby Lame, peut être suivi par n'importe quelle personne au monde, tu vois. Donc, il est la version la plus, et qui crée du contenu, honnêtement, de nul. J'ai rien contre lui, personnellement. C'est juste, tu comprends qu'il est exactement la définition du plus petit dénominateur commun. Ce qui est la définition de l'influenceur le plus suivi au monde. Donc, si tu dis, OK, aujourd'hui, l'influenceur le plus suivi au monde est une IA, est-ce que ça suffit à faire peur aux gens? Je sais pas. À quel moment, tu vois, est-ce que le déclic se fait? C'est compliqué. Parce que, tu sais, tous ces trucs de masse, c'est comme quand t'as une foule qui commence à paniquer,
à un moment donné, il y a un point de bascule et tout le monde se met à paniquer. Mais c'est compliqué de définir exactement où va être le point de bascule, où les gens commencent à se sentir en danger. Mais tu sais que le moment où ils commencent à paniquer, ils vont paniquer tous ensemble. Mais c'est compliqué de le prédire à l'avance. Si on a de la chance, il y aura un point qui génère cette panique. La panique génère une action des gouvernements. Les gouvernements ont assez de pouvoir pour contrôler une poignée de labos qui sont à la pointe du truc et peuvent bloquer la machine. Peut-être que l'histoire qu'on raconte, c'est... Actuellement, on n'a pas trouvé la technologie qui permettra de contrôler une super intelligence. C'est ce qu'on appelle l'alignement. C'est-à-dire que on sait pas comment faire pour implémenter dans la programmation du truc qu'il va suivre les valeurs qu'on lui a données. On ne sait pas comment ça fonctionne, on n'a jamais trouvé de manière. Donc l'histoire qu'on peut raconter, c'est on n'a pas encore trouvé la solution, mais on va la trouver, on va continuer à chercher. En attendant, on va mettre en pause et on va chercher la solution. Peut-être que la solution n'arrive jamais, peut-être que c'est impossible, peut-être qu'un jour on arrive à la trouver. C'est, tu vois, tout comme un jour c'était impossible d'avoir des images IA qui avaient 5 doigts à chaque main et aujourd'hui c'est devenu possible, peut-être qu'un jour ce sera possible de résoudre le problème de l'alignement. Pas mal de gens disent depuis au moins 15 ans qu'ils pensent que c'est impossible, mais ils peuvent aussi se tromper. Même s'ils ont eu raison sur beaucoup de choses, ils peuvent aussi se tromper. Donc là, il y a des scénarios où on peut... il y a des scénarios où je pense où on peut s'en sortir, tu vois, mais c'est bizarre hein, d'accepter une vision du monde où tu dis il y a 25% de chance que moi et mes enfants meurent de manière prématurée à cause de ce truc que j'aurais vu en face et je saurais pas quoi faire, tu vois. C'est assez difficile de l'accepter et quand on me dit tu vas faire quoi, tu dis je vais essayer de faire de mon mieux, quoi. Il y a pas de super réponse. Comme tu le dis, ça peut être assez difficile de vivre à quelque part avec la conscience finalement de cette probabilité, d'autant plus si on est parent, ce qui est ton cas d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, je me demandais justement comment est-ce que toi tu le vis personnellement. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses régulièrement? Est-ce que ça t'affecte émotionnellement ou pas nécessairement? Tu vois, parmi ces choses auxquelles les gens aiment pas trop penser, il y a leur propre mortalité. En fait, tu vois, il y a pas beaucoup de gens qui pensent au quotidien qu'ils vont mourir. Il y a pas beaucoup de gens qui pensent quand leur enfant naît et qu'ils le tiennent à l'hôpital, un jour ce bébé va mourir. Tu vois, ce qui est pourtant vrai. Quand t'as un enfant, ton bébé peut mourir. Il y a même une petite chance que il meure pendant que toi t'es encore en vie. Ce qui est pour moi le truc le plus terrifiant qui puisse t'arriver en tant que parent. Et tu vois, tout le monde vit avec, en fait. Tu vois, c'est cet élément. Hein. Moi, je suis pas plus immunisé que les autres au biais de normalité et à la capacité à pouvoir pas penser aux trucs auxquels j'ai pas envie de penser. Tu vois. Je pense que la seule différence que j'ai avec la plupart des gens, c'est pas mal de curiosité autour de ces sujets. Peut-être une petite addiction à la lecture de blogs bizarres. Et une volonté de suivre une réflexion jusqu'au bout, tu vois. Mais dans l'absolu, le fait qu'un jour je vais mourir est forcément plus terrifiant que même une probabilité de 25% que je meure 30 ans plus tôt à cause de l'IA. C'est ce que je veux dire. Le fait central de la mortalité. Et aujourd'hui, on voit des gens qui essayent de le remettre en cause. Par exemple, un gars qui s'appelle Brian Johnson, qui a la mission de devenir essentiellement immortel en faisant tout un truc de longévité avec l'idée que la technologie va rattraper, etc. Ce qui, je pense, à mon sens, c'est totalement une chimère. C'est-à-dire que la biotechnologie est beaucoup trop compliquée pour imaginer que du premier coup, ça va marcher à 100%. Tu vois, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes dans ton corps qui doivent fonctionner en concert pour te faire vivre. Donc, même si on arrive à guérir totalement le cancer, ce sera la maladie cardiaque. Et si c'est pas ça, ce sera la dégénérescence mentale. Et l'idée qu'on va résoudre tout du premier coup est impossible. Donc, je pense que j'accepte pas la théorie il y aurait un moyen pour toi de vivre pour tout le monde, pour toujours. Je pense que c'est vrai que probablement tu peux avoir une meilleure longévité en ayant une bonne santé, etc. Mais qu'il y a trop de paramètres physiques, tu vois, qui vont casser pour te dire que tu vas pouvoir vivre toujours. Donc, à partir du moment où tu vas mourir, est-ce que les gens qui acceptent pas mon argument sur l'IA tous les jours pensent à leur propre mortalité? En fait, non, parce que l'humain a toujours su ça et malgré ça, l'humain a toujours continué à faire ce qu'il avait à faire, tu vois. Et peut-être que dans le passé, il y avait pas cette idée que tu pouvais vivre pour toujours, mais il y avait cette idée que tu pouvais devenir immortel via
tes accomplissements ou quoi. Ce qui, on le sait, en fait, n'est pas une immortalité, c'est juste que ça prolonge. Mais le mec qui était roi de Mésopotamie il y a 2500 ans, c'est ce que je veux dire, son immortalité dans la légende, elle est assez théorique, tu vois. Et même si aujourd'hui, t'es Donald Trump, et on parlera encore de toi dans 200 ans, mais dans 2000 ans, peut-être pas, tu vois. Donc, après, comment ça m'affecte? Bah, ça m'affecte au même point de quelqu'un qui découvrait qu'il a une mutation génétique et qu'il a 30% de chance de, je connais un gars comme ça, de mourir, de ton cœur, va lâcher. Voilà. Il a ça, et le mec, il apprend ça, et qu'est-ce que ça lui fait? Peut-être que ça lui donne un boost de vivre sa vie à fond. Peut-être que ça rapproche sa mortalité versus d'autres personnes, en fait, qui pensent encore moins que lui. Mais fondamentalement, il continue, tu vois. Et l'humain a toujours vécu comme ça. Donc, je pense pas que ce soit un changement qui est énorme. Il y a toujours des choses qui ont pu me tuer, même de manière prématurée. Tu vois, t'aurais pu avoir le cancer et tout. Donc, je pense que j'ai plus de chances de mourir dans les 30 prochaines années de l'IA que de quasiment n'importe quoi d'autre. Mais est-ce que mon cerveau fait la différence entre j'ai 1% de chance de mourir du cancer dans les 30 prochaines années, où j'ai 20%, mon cerveau fait pas la différence entre le 1 et les 20%. Donc la possibilité est présente. Et tu vois, pour tes enfants, comment est-ce que tu peux avoir des enfants si tu penses qu'il y a une probabilité que l'IA détruise le monde? Comment est-ce que tu peux avoir des enfants s'il y a une probabilité qu'ils aient une leucémie et ils meurent à 3 ans? Parce que ça a toujours été la possibilité, tu vois. Tu te dis, le temps où ils auront été là avec moi, et on aura été heureux, et on aura fait ce qu'on avait à faire, et on aura fait de notre mieux pendant qu'on était là, et on aurait préféré que ça dure 100 ans, mais si ça en dure 30, c'est comme ça, tu vois. Pour moi, c'est la seule manière de faire face au fait de la mortalité, et l'IA est juste un changement dans les chiffres que tu ressens pas d'une manière émotionnelle tant que ça, en fait. Tu vois, moi, quand j'ai un peu pris conscience de ces risques, c'était vers novembre 2023, je dirais. Parce que je m'intéressais déjà à ça, mais disons de façon plus théorique, et puis comme un sujet parmi d'autres au final, que je pouvais même traiter sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos aussi, je sais pas, sur le métavers, sur le réchauffement climatique, sur plein de sujets. Mais à partir de novembre 2023, j'ai vraiment décidé de repenser toute la stratégie, toute la ligne éditoriale de ma chaîne pour l'axer sur l'intelligence artificielle. Pas tant parce que c'était un sujet à la mode ou quoi et que je pensais que c'était possible de faire grandir la chaîne à partir de ça, mais surtout parce que je me suis senti presque une sorte de devoir moral, tu vois. Je me suis dit, mais comme on le disait en introduction, il y a tellement peu de personnes qui en parlent. Et les personnes qui en parlent tellement mal qu'il faut un peu avertir les gens. Genre, il faut que... ouais, je sais pas, je trouvais ça important. Et donc, j'ai repensé ma ligne éditoriale de ce point de vue-là. Et c'est quand même été une très grosse décision, tu vois, d'un point de vue de ma carrière, de ma vie de façon générale. Parce que, en vrai, l'intelligence artificielle, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus d'un point de vue purement individuel. Genre, je suis un peu comme toi, je pense, je m'intéresse à énormément de sujets différents. Et si je pouvais avoir une chaîne de vulgarisation sur plein de sujets différents, par exemple, probablement que c'est quelque chose qui me plairait plus. Mais je me dis vraiment, c'est important de faire des choses sur l'intelligence artificielle. Et du coup, toi, de ton côté, t'as pas eu de grands changements de ligne éditoriale, mais est-ce que t'as eu des prises de décision particulières à partir du moment où t'as pris conscience de ces risques, ou pas nécessairement? Finalement, tu vis un peu de la même vraiment vraiment prendre en compte ces risques au quotidien, quoi, au final. Je pense que la réponse, c'est que je vis après de la même manière. Parce que j'ai toujours cette idée de le monde va beaucoup bouger. En ce moment, j'ai une bonne opportunité. Parce que moi, j'ai réfléchi, tu vois, pas mal du point de vue de... J'ai parlé des enfants tout à l'heure, tu vois. Pour moi, les enfants, c'est un peu un non-facteur. Autre grosse partie de ma vie, le travail. Et sur le travail, j'ai toujours eu un peu cette idée de... les choses vont beaucoup changer, ça va pas durer. Il y a une opportunité maintenant, il faut maximiser ton opportunité qui est en face de toi. Et l'IA, en fait, est juste la manifestation concrète du changement que je pensais qu'il allait arriver, tu vois.
Donc, c'est-à-dire, ok, le business va changer, le marché va changer, ce qu'il faut que je fasse va changer, etc. Et en fait, l'IA a été la manifestation. C'est le changement concret qui est arrivé, tu vois. Donc, je pense que d'une manière dont j'approche mon travail, je me suis orienté par rapport à ça, mais j'avais toujours eu cette idée que ça allait pas. C'est pour ça que moi, c'était toujours choquant pour moi. Les gens qui gagnaient 5 000 euros et qui dépensaient 5 000 euros dans leur business. J'étais en mode, du coup, si ça se casse la figure, t'as plus rien, quoi. Moi, j'avais toujours envie de mettre au maximum d'argent de côté. Et d'ailleurs, du coup, ça a beaucoup bénéficié de la montée de la bourse et des trucs IA, etc., qui ont beaucoup monté. Parce que j'avais toujours ce truc de dire le futur est incertain, mais ça c'est plus ma propre psychologie, tu vois. Le futur est incertain, il faut se protéger, il faut mettre de côté, il faut s'assurer. Potentiellement, aujourd'hui j'ai un truc qui marche, mais demain ça marchera peut-être plus, etc. Ce qui étonnamment, en fait, ça fait 10 ans que j'attends que le ciel me tombe sur la tête et jusqu'ici, toujours ça continue de fonctionner, tu vois. Donc potentiellement, rétrospectivement, j'ai été trop conservateur. Mais il y a toujours cet élément-là. Et pour moi, l'IA, c'est de dire, est-ce que dans 10 ans, il y a encore Marketing Mania qui fait des vidéos sur le marketing sur YouTube, ou est-ce que les gens se connectent sur YouTube et YouTube leur donne une vidéo qui a été générée pour eux, par leur goût, entraînée sur les vidéos de tous les YouTubeurs qui ont fait. Là où aujourd'hui, YouTube est très fort pour te sortir une vidéo existante qui correspond à tes goûts, comment est-ce que demain, il peut pas te générer cette vidéo qui correspond à tes goûts personnels? Et en quoi est-ce que c'est pas mieux que ce que moi je peux te proposer avec une meilleure fréquence, etc. Je sais pas, pour moi ça a changé la vision sur la durabilité de ce que je pouvais proposer, de ce que je pouvais faire. Que tous les business dans lesquels je suis engagé, que ce soit la création de contenu, la vente de formation ou mon logiciel, Schoolmaker, pour moi tous ces éléments-là peuvent changer encore plus vite, mais j'avais toujours pensé que potentiellement ils allaient changer et que tu vois il y avait pas de grande sécurité dans la carrière que j'avais choisie. Donc voilà, je pense que c'est peut-être une différence entre une personne comme moi qui s'est engagée dans une carrière en disant ma carrière n'existait pas il y a 5 ans, ce serait un peu arrogant de penser que je vais faire ça pendant 50. Beaucoup de gens ont choisi une carrière aussi pour la stabilité et c'est un peu injuste que derrière on ait changé la donne comme ça sans les prévenir. Moi j'étais prévenu, moi j'étais prêt. Donc c'est pour ça que c'est aussi plus facile pour moi d'accepter ça, parce que c'est un peu le deal que j'ai accepté. Pour beaucoup de gens, ce deal-là, ils l'ont jamais accepté. Et ce deal-là, il a été décidé par des mecs en Silicon Valley qui ont trouvé une innovation technologique. Eux, ils ont rien demandé et ils doivent vivre avec les conséquences. Tu vois. Donc voilà. Si tu me poses la question, tu vois, d'un point de vue personnel, ça va juste dans l'incertitude que j'ai eue sur le futur depuis le début et que j'aurai toujours, parce que dans le milieu dans lequel j'opère, tu vois, YouTube, la création de contenu, les choses montent, les choses descendent, les tendances et machin, ça a toujours été le cas. Tu vois. J'ai l'impression aussi que quand tu réfléchis aux différentes choses que tu peux faire, du coup pour avoir écouté beaucoup de podcasts et vidéos que tu as produites, une réflexion qui vient souvent, c'est à quelque part, le monde est tel qu'il est, il faut un peu l'accepter et puis se dire à partir de là, quelles sont concrètement les opportunités que moi je peux en retirer d'un point de vue individuel et puis faire au mieux avec le monde qui existe, plus qu'un aspect où certaines personnes vont réfléchir à l'inverse, à se dire le monde me convient pas, donc je vais essayer de changer le monde en faisant des associations, en faisant des trucs pour aller dans une autre direction, quoi. Et ça, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est une différence psychologique qui peut se retrouver un peu partout dans la société, chez beaucoup d'individus, et qui peut expliquer aussi certains comportements d'un point de vue personnel, et ce qui fait aussi que les premiers individus auront du mal à comprendre les deuxièmes dans leur raisonnement, parce que juste ils raisonnent pas de la même manière en fait. Ouais, c'est une bonne remarque. C'est un peu un axiome fondamental de ma chaîne. Très tôt sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo sur la moralité dans le marketing. Et ce que j'expliquais aux gens, c'est que les gens pensent que le marketing, c'est immoral, c'est pas bien, on crée le besoin, etc. Ce que j'explique aux gens, c'est que le marketing est comme ça, pas parce que les marketeurs sont méchants. Le marketing est comme ça parce que ça marche. Le marketeur est juste quelqu'un qui suit les biais humains tels qu'ils existent. Le marketeur est quelqu'un qui voit l'être humain, son consommateur tel qu'il est, et qui donne au consommateur ce qu'il est. Si McDo vend des burgers et des nuggets et du Coca, c'est pas parce que les Américains veulent te pousser de la malbouffe. C'est parce que c'est ce que les gens veulent.
on donne aux gens ce qu'ils veulent. Et si vraiment tu t'intéresses au marketing au niveau auquel moi je me suis intéressé depuis, tu vois, ça fait 15 ans que je suis sur Internet à faire du marketing et tout. Tu découvres plein de choses sur les expériments, tu t'observes, tu découvres plein de choses sur toi-même. Tu découvres qu'il y a des choses que t'as pas envie de voir, tu découvres que t'as pas mal de biais, tu découvres que c'est facile de t'influencer, etc. Et tu décides, si tu veux être bon en marketing, de voir les gens tels qu'ils sont. Tu peux pas changer ton client. Tu vas donner à ton client ce qu'il veut. Tu peux lui donner une différente idée. Mais tu vas pas convaincre les gens qui entrent chez McDo qu'en fait ils devraient aller à la place manger du brocoli. Tu vois, les gens veulent ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que ça veut pas dire que du coup pourquoi ils font les McDo etc. font de la pub? McDo fait pas de la pub pour te convaincre d'aller à la Madbouffe. McDo fait de la pub pour que tu associes McDo à une certaine émotion en fait. Mais cette émotion, tu la veux. Et si McDo pouvait aussi efficacement te faire rentrer dans leur magasin, de vendre un autre produit, de vendre un autre produit. Et c'est le cas pour toutes les entreprises qui, en fait, observent ce qui fonctionne et donnent aux gens plus de ce qui fonctionne. Et donc, si tu observes un truc qui te plaît pas, comme moi, par exemple, les gens qui regardent du contenu mauvais, c'est pas de la faute du créateur de contenu. C'est pas de la faute vraiment de la plateforme. Parce que la plateforme a créé un algorithme qui est essentiellement neutre, qui est là pour montrer aux gens ce qui vont regarder. C'est pas vraiment de la faute des gens parce qu'ils sont comme ils sont. Et donc la raison c'est, est-ce que tu vas faire une croisade pour expliquer aux gens qu'il faut pas regarder du contenu nul et à la place faut aller au cinéma voir des films d'art et d'essai, ou est-ce que tu vas dire bon voilà c'est ce que les gens veulent, ou est-ce que moi je me place là-dedans? Alors si j'ai pas envie de faire ce contenu, ça veut pas dire que je dois aller le faire, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. Ça veut juste dire on va accepter les choses telles qu'elles sont et je réfléchis à où est-ce que je vais trouver ma place. La beauté, en tout cas, si tu fais de l'entrepreneuriat, c'est que le nombre de produits qui sont possibles, le nombre de niches qui sont possibles, le nombre de personnes que tu peux servir est infini. Et je pense qu'une des meilleures manières en entrepreneuriat de choisir ton idée, c'est de choisir qui est-ce que tu vas servir, qui va être ton client. Parce que ton client, c'est les gens avec qui tu dois tous les jours te lever, leur parler et résoudre leurs problèmes. Et ce que j'ai découvert en faisant certaines entreprises par le passé, c'est que si tu choisis un client que toi, t'apprécies pas, tu respectes pas et qui t'a pas envie de passer du temps, tu passes ces journées à servir des personnes qui te reviennent pas. Si tu choisis des gens que t'apprécies, c'est beaucoup plus facile. Et je pense que tu as vraiment raison et que c'est un élément fondamental de ma chaîne. Et ce qui a fait en partie que ma chaîne vraiment a réussi au départ, c'est qu'en fait, au lieu de juger les choses, parce que avant que j'arrive, toutes les vidéos qui existaient sur le marketing sur YouTube, c'était soit un gars qui t'expliquait en face caméra 5 conseils marketing, etc. Mais c'était toujours pour te dire comment les marques te manipulent, comment c'est pas bien, etc., etc. Parce que forcément, ça fait des vues, c'est de la négativité. Enfin, c'est encore un autre biais humain, la négativité, un truc se passe pas bien, on tape sur les gens, etc. Ça marche toujours bien de taper sur les gens pour faire des vues sur YouTube. Moi, j'arrive en disant, c'est quand même marrant que autant de gens suivent les Kardashians. Je me demande pourquoi. On va essayer de comprendre pourquoi. Parce que certes, peut-être que c'est une émission de télé-réalité nulle, mais il y en a quand même pas mal des émissions de télé-réalité. Pourquoi est-ce que cette personne est devenue célèbre? Pourquoi est-ce que tel jeu vidéo est devenu célèbre? Pourquoi est-ce que telle arnaque a fonctionné? Pourquoi est-ce que ce truc-là est gros? Pourquoi est-ce que ce truc-là est populaire? Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi est-ce qu'Andrew Tate, les gens l'aiment autant? C'est pas parce que moi j'aime pas ce qu'il dit Andrew Tate que je dois fermer les yeux à ça. Et je peux apprendre des choses sur la nature humaine et regarder les gens tels qu'ils sont. Et si ma démarche n'est pas de juger les gens et dire pourquoi c'est pas bien, mais d'essayer de comprendre pourquoi ça marche, je trouve ça vachement plus intéressant et vachement plus productif, en fait. Et après, t'apprends des choses et tu découvres que toi et la meuf qui regarde Kim Kardashian, vous n'êtes pas si différents, en fait. C'est juste que toi, ton Kim Kardashian, c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être Tim Ferriss, c'est peut-être Joe Rogan, c'est peut-être Alex Hormozy, c'est peut-être Yomi Denzel, c'est peut-être Stan Leloup, tu vois. Mais peu importe. Tu découvres que les mêmes facteurs, en fait, existent, quels que soient les domaines. Tu découvres qu'il y a des éléments fondamentaux de la psychologie humaine. Et tu découvres que la psychologie humaine, elle est pas très rose. En fait, elle est pas très noble. Il y a beaucoup de biais cognitifs. Et il n'y a pas une volonté de la plupart des gens de eux-mêmes s'améliorer. Il y a une volonté d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, etc. Que toi-même, t'es pas différent de ça. Mais ça te donne à un certain point une certaine équanimité face au monde, tu vois. Tu vois après là où t'es et t'es pas dans le meilleur du monde, t'es pas dans le pire des mondes non plus. Tu vas essayer de faire le mieux avec ce que t'as. Tu comprends que tu peux choisir ta place et t'es pas obligé d'engager avec tout. Donc par exemple, si tu penses que
que la politique c'est le bazar, nouvelle, t'es pas obligé de passer tes journées à te former sur la politique. En fait, t'es pas obligé de t'intéresser à la politique, de savoir tout ce qui se passe, etc. Tu peux faire des choix à ce niveau-là. Si tu penses que ça va pas quelque part, tu peux aller autre part et tu peux faire pas mal de choix. Plutôt que de refuser d'accepter le monde tel qu'il est et de dire en fait non, c'est pas bien, ça devrait être autrement. Mais du coup, en fait, de ne pas réussir finalement à améliorer les choses parce que tu t'acceptes pas les choses telles qu'elles sont. Donc, par exemple, je sais pas si tu te retrouves au milieu de Bangkok, mais que tu veux aller à Paris, c'est utile de commencer par accepter que tu es à Bangkok. Parce que si tu refuses d'accepter, non, je devrais pas être à Bangkok, je devrais être à Nice, c'est beaucoup plus proche. Le problème, c'est que tu vas pas pouvoir t'en sortir parce que tu acceptes pas où t'es, en fait. Accepter la psychologie humaine, accepter les biais de tes clients, comprendre tes propres biais, comprendre la manière dont les marchés fonctionnent, comprendre que si tu essaies de vendre aux gens des brocolis, ils vont pas en vouloir et que toute la bonne volonté du monde ne va pas convaincre les gens d'aller manger des brocolis si facilement que ça. En tout cas, s'ils sont pas prêts à être convaincus, t'amènes très loin. Et donc sur l'IA, il y a aussi cet élément de dire voilà essentiellement les cartes qu'on a, voilà la situation telle qu'on a. Si tu arrives pas à accepter la situation telle qu'elle est, t'es dans le déni en fait. Et beaucoup de gens sont dans le déni de la situation dans laquelle ils sont, tu vois, ou que ce soit la situation économique ou dans plein de domaines. En fait, comme ils n'arrivent pas à accepter la situation, ils décident d'être dans le déni et du coup, ils peuvent rien faire. Il y a environ 3 ans, tu as lancé une chaîne YouTube qui s'appelle IA Mania et qui maintenant est un peu au point mort. Est-ce que tu pourrais nous raconter aussi l'histoire de cette chaîne ? Je t'ai parlé tout à l'heure de ma volonté toujours de réinventer, tu vois, ce que je faisais dans mon business, etc. Donc, le corps du business à l'origine, c'est ma chaîne YouTube Marketing Mania. Et derrière, les gens qui veulent se former en marketing, ils peuvent se former avec moi. Le problème de ce business model, c'est que ça dépend beaucoup de moi. Je suis pas là, si je fais pas de vidéo, si je suis pas en forme, si je suis malade, rien ne se passe, quoi. C'est compliqué de faire des formations, c'est compliqué de sortir des vidéos. Donc, par contre, tu as un actif énorme qui est 450 000 abonnés sur YouTube, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Donc, ma théorie, c'était, je vais utiliser mon audience existante pour lancer d'autres business qui dépendront pas de moi. Un des business qui me semblait logique de lancer, ce serait de lancer une autre chaîne YouTube que je peux construire, mais c'est pas moi qui présente. Donc essentiellement répliquer mon Marketing Mania, mais sur l'IA. J'ai commencé par mettre une personne avec qui j'avais travaillé pendant longtemps dessus, Robin, qui est un gars extrêmement talentueux. J'avais travaillé avec lui pendant des années sur ma chaîne YouTube. Je mets Robin qui fait une vidéo. Robin était un passionné d'IA avant tout le monde, parce qu'il était passionné par le storytelling, raconter des histoires, et il utilisait beaucoup des modèles IA très tôt pour faire de l'animation. Il avait un modèle super intéressant, encore à l'époque très à la main, très bricolé, etc. Mais il faisait de l'animation, et puis il était passionné d'IA, il m'en parlait tout le temps, et je lui dis, viens, on va faire une chaîne ensemble qui s'appellera IA Mania. Au même moment, un grand studio de jeux vidéo découvre les petites animations de Robin, et lui fait « Ah, ça pourrait nous intéresser que tu viennes faire un contrat chez nous pour aller raconter nos histoires, quoi. » Il vient me voir, il me dit « Ouais, Stan, j'ai eu cette opportunité. » Je fais « De quoi on parle ? Vas-y, parce que c'est le truc dont tu parles de faire de la fiction, du storytelling. Là, on va te payer pour le faire sur un gros studio, ça va t'ouvrir plein de portes, etc. Vas-y. Mais par contre, si t'y vas... il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre pour la chaîne IA Mania parce qu'on vient de la lancer et il faut qu'on trouve d'autres personnes pour la gérer. En fait, c'est pas grave. Je vais aller faire mon truc et puis D'ailleurs, c'est assez amusant parce que à cette époque, j'avais acheté une de tes formations qui s'appelait YouTube Mania pour justement développer sa chaîne YouTube et qui comprenait toute une série de coaching par après, des coachings en groupe. Et la personne qui animait ces coachings, c'était Robin, justement. Donc, j'ai eu l'occasion de passer presque 8 heures de coaching avec lui et toute une équipe, plus ou moins au même moment d'ailleurs. C'était assez pas si loin dans le temps, je crois. Ouais. Qui est depuis maintenant lancé sa propre chaîne YouTube qui s'appelle Nibor, qui fonctionne super bien, qui fait des centaines de milliers de vues. Voilà, donc, gars super talentueux, mais il est parti.
Donc, je me dis, bon, pas grave, on va recruter d'autres personnes, on va faire un recrutement, on va mettre 2 personnes et puis on va trouver qui est le meilleur. Donc, je recrute 2 gars, Ryan et Tony, je les fais venir ici en Thaïlande, on bosse ensemble sur la chaîne, on lance la première formation, ça marche, etc. À un moment donné, Tony parle, l'objectif ça a toujours été de prendre 2 personnes, mais au final d'avoir une personne qui allait vraiment rester sur la chaîne. Tony parle, va faire son propre truc, maintenant il a aussi un business qui fonctionne. Et puis après, au bout d'environ 1 an, Ryan vient me voir et devine quoi? Ah, il y a cette autre boîte, une grosse boîte, je sais pas si je peux dire qui c'est. Une grosse boîte que pas mal de gens connaîtront et qui veulent que je vienne bosser sur la chaîne YouTube, qui l'ont découvert en voyant les vidéos Yamania. Et donc pour lui, c'est un peu une décision entre soit je reste avec Yamania où potentiellement je peux faire pas mal d'argent, mais c'est incertain, tu vois, combien de temps ça va durer, combien de temps est-ce qu'on peut grossir, etc. Ou est-ce que je vais sur cette grosse boîte où c'est beaucoup plus sécure, il y a peut-être un upside qui est moins élevé, mais c'est beaucoup plus sécure sur la base. Je fais, bah écoute, ouais, t'as les 2 choix, décide ce que tu veux faire, il décide d'y aller. Moi, je me retrouve avec ça, je me dis, 2 fois, j'avais trouvé des perles, tu vois. C'est dur, hein, de trouver des gens pour YouTube. 2 fois, j'ai trouvé une perle que j'ai formée, que j'ai accompagnée, etc. J'ai mis sur la chaîne, ça commence à marcher. Est-ce que je vais une 3e fois changer de présentateur sur ma chaîne? Ou est-ce que je vais accepter que mon modèle n'est pas le bon? Que répliquer Marketing Mania avec une autre personne, ne marche pas parce qu'on n'est pas capable de faire des vidéos, mais parce que le problème c'est qu'une fois que le truc fonctionne, la personne commence à avoir trop d'opportunités. Il y a plein de trucs qui pourraient se passer. Donc il y avait une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Et là je fais une petite divergence sur une histoire qui m'a marqué. C'est il y avait une chaîne qui s'appelait Channel Makers, qui était une chaîne anglophone qui t'expliquait comment faire des bonnes vidéos YouTube, etc. Avec un présentateur que j'aimais bien qui s'appelait Nate Black. Et il faisait pas mal de vues. C'était un des plus gros formateurs dans le domaine de comment faire des vidéos YouTube. Et un jour, Nate Black annonce « Ah, je quitte Channel Makers parce qu'en fait, c'est une chaîne qui m'appartient pas. Je suis juste un employé qui est là pour construire cette chaîne. Je vais à la place construire ma propre chaîne qui s'appelle Nate Black. » Du jour au lendemain, Channel Makers, qui faisait des dizaines de milliers de vues par vidéo quand lui était là, descend et fait 300 vues par vidéo. Du jour au lendemain, lui qui monte sa chaîne à partir de 0, fait des dizaines de milliers de vues par vidéo. Pourquoi est-ce que ce gars continue à être employé de Channel Makers quand il peut aller faire son propre truc et que toute l'audience va le suivre? Parce que l'audience, ils sont là pour lui, finalement. Ce qui est un problème structurel de ce business model. Il existe des moyens potentiellement de contourner, de faire. Il y a des exemples de personnes qui ont réussi à le faire. Donc généralement, en n'ayant pas vraiment un présentateur qui est là, facecam, en ayant juste des personnes qui écrivent, des voix off, des machins, où il n'y a pas vraiment une personne qui peut centraliser tout le truc. Mais il y a ce problème où si tu construis une audience pour quelqu'un, il commence à avoir beaucoup d'opportunités. Dans mon cas, c'était d'autres personnes le découvrent. Donc je me suis dit, Yamania, ça marche, mais c'est quand même beaucoup de boulot de recruter une autre personne. Mon modèle est pas le bon. Il faut que je parte sur un autre modèle. À peu près au même moment, ça fait depuis 2020, donc ça fait maintenant 5 ans que j'ai lancé un logiciel qui s'appelle Schoolmaker. Schoolmaker, c'est une plateforme de formation en ligne qui est actuellement utilisée par plus de 500 000 personnes. Ce qui est intéressant dans Schoolmaker, c'est que au quotidien, ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui code les fonctionnalités, c'est pas moi qui prend toutes les décisions sur le produit, etc. Et c'est quelque chose qui progresse au fil du temps. Je commençais à me dire, au lieu de répliquer mon modèle de chaîne YouTube, etc., que j'arrive pas à répliquer, que j'ai vraiment essayé ça, et le problème, ces produits, il va probablement se reproduire. Je vais plus axer sur un autre domaine, le software. Donc j'ai pris la décision de ne pas de nouveau recruter une personne pour s'occuper de Yamania. Voilà, qui sinon aurait été un business qui continue à fonctionner, etc. Mais je sais pas si tous les 2-3 ans il faut que je retrouve une personne pour s'en occuper. Et c'était plus la direction dans laquelle j'avais envie d'aller. Et du coup, je suis parti plus sur le logiciel qui du coup remplit vraiment ces éléments. Donc aujourd'hui, moi, si je fais 0 vidéo, le logiciel va gagner plus d'argent que le mois dernier parce que c'est du récurrence, des gens qui ont un abonnement, il y a de tous les mois des nouvelles personnes qui arrivent, tu vois. Donc c'était juste un meilleur modèle pour accomplir mon objectif fondamental qui était comment est-ce que je construis quelque chose qui est moins dépendant de moi en tant qu'individu, soit parce que peut-être qu'un jour j'aurai plus envie de créer du contenu, soit parce qu'un jour les gens auront marre de m'écouter parler.
Voilà. Donc j'ai changé ma stratégie à ce niveau-là, et c'est ce qui s'est passé avec IA Mania. C'est dommage, moi j'aurais adoré pouvoir continuer la chaîne avec soit Robin, soit Ryan, tu vois, s'ils avaient eu envie de continuer sur ces opportunités. Après, s'ils ont eu des trucs encore mieux que ce que moi je pouvais leur proposer, qui je suis pour leur dire que ils me doivent quelque chose à ce niveau-là, tu vois. Quand tu lances une entreprise comme ça, tu la finances, tu te positionnes en tant qu'investisseur, tu sais que si ça fonctionne, tu vas gagner plein d'argent, mais tu sais qu'il y a une probabilité que ça fonctionne pas. Et en l'occurrence, on est arrivé sur le truc où on n'a pas perdu trop d'argent dessus, mais ça n'a pas été pérenne. Tu as tout l'effort de le construire, là, il n'a pas porté ses fruits, mais ça fait partie du jeu. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que répliquer mon modèle de chaîne YouTube allait être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Parce que sinon, en fait, n'importe quel YouTuber qui a du succès pourrait se dire, en fait, c'est bon, j'ai compris la machine, je vais la répliquer des dizaines de fois. Mais en fait, c'est compliqué de créer cette bonne équipe et de pouvoir la répliquer sur différentes chaînes, de pouvoir les retenir, etc. C'est pas du tout évident. Et c'est une fragilité du modèle qui, du coup, pas vraiment le modèle que moi j'avais envie de construire. Parce que l'avantage de construire une entreprise de logiciel, c'est que ton produit, c'est du logiciel. Quand tu construis une entreprise de médias comme des chaînes YouTube, tu travailles sur de l'humain qui peut avoir plein de motivations, qui peut en avoir marre. Tu vois, tu peux faire une chaîne qui fonctionne avec quelqu'un, et puis au bout de 5 ans, il en a marre. Il a fait le tour du sujet. Ce qui est normal. Moi-même, je me souviens que j'ai failli devenir présentateur d'IA Mania. Parce que en avril 2023... Si tu veux, il y a une place, hein, tu veux bien. En avril 2023, j'étais avec mon père en Thaïlande. On a fait un voyage de 2 mois ensemble. Et pile à ce moment-là, alors que je suivais tes newsletters, etc., j'ai reçu le fait que tu cherchais des gens pour ça. Et moi, c'était aussi le moment où je commençais vraiment à beaucoup m'intéresser à l'intelligence artificielle de plus en plus. Et donc, j'avais postulé et j'avais passé les premières barrières à l'entrée. Et j'avais dû fournir des titres, des idées de concept, etc. Et au final, j'avais pas été sélectionné à ce moment-là. Mais j'avais vraiment réfléchi dans ma tête, je m'étais dit, ok, est-ce que si là je suis prêt à quitter là où j'habite en Suisse pour venir m'installer en Thaïlande, à tourner des vidéos avec Stan et tout ça. Donc très très drôle de voir l'évolution de la chaîne, tu vois, depuis là, quoi. Et puis qu'on se retrouve en Thaïlande finalement 2 ans plus tard, même un peu plus, 2 ans et 6 mois plus tard, pour enregistrer ce podcast, quoi. Ouais. Pour terminer cet épisode, j'aimerais te poser la question de fin, la question que je pose à tous mes invités. Si tu étais sur une scène avec l'humanité entière face à toi, que tu avais un micro dans la main et que tu pouvais transmettre un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu aimerais dire ? C'est quoi, je pense que je parlerai aux gens de méditation. C'est le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie. Je pense que je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui sans la méditation, que j'ai découvert par grand hasard, au début de mes études essentiellement. Je pense que ce que ça te donne, c'est une capacité à prendre du recul sur tes propres pensées. Et peut-être qu'on pourrait le formuler comme ce que tu penses n'est pas la réalité en fait. Pour la plupart des gens, ce qu'ils pensent, en réalité, c'est la même chose. Je pense ce qui est vrai et ce qui est vrai, c'est ce que je pense, tu vois. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir une pensée qui n'est pas vraie? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir un truc vrai mais que tu peux pas penser, tu vois. Et ouais, tu prends un certain recul par rapport à ça grâce à la méditation et tu dis ok, tes pensées sont un truc qui se passe dans ton cerveau. Parfois, l'analogie, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel et tu découvres qu'une pensée elle va passer, une émotion elle va passer. Tu prends un recul par rapport à ça. Et ça devient plus simple de regarder en fait ce qui se passe autour de toi et de l'accepter, quoi. Ça veut dire que c'est facile. Ça veut dire que j'y arrive tout le temps, mais ça devient plus facile qu'avant. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre l'intérêt de la méditation, tu vois. Ils pensent que ok, je vais être un moine bouddhiste qui pense à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont pas l'impression que c'est compatible avec leurs valeurs, tu vois. Mais la manière où à un moment donné, tu cesses de t'identifier à ton corps, tu vois. Ok, c'est ta main, mais c'est pas toi, tu vois. Je veux dire, si on te coupait le bras, ce serait toujours toi. Et qu'est-ce qui se passerait si tu avais la même relation par rapport à tes propres pensées, tu vois. Tes pensées, elles sont là, mais c'est pas toi. Il y a une conscience et puis il y a des pensées et la conscience observe les pensées, mais c'est pas exactement la même chose.
la méditation, c'est un peu la pratique où tu vas essayer de démêler les deux et de prendre du recul par rapport au truc et de pouvoir accepter des pensées qui sont négatives ou certaines émotions, etc. Donc pour moi, c'est le truc qui m'a le plus aidé et sur lequel la plupart des gens en ont entendu parler. Ça fait partie de ces trucs, tu vois, c'est la méditation où tout le monde en a entendu parler et s'est fait un peu une opinion dessus et s'est dit c'est pas trop pour moi. Je comprends pas trop ce truc-là. C'est pour d'autres personnes, tu vois. Alors qu'en fait, ça peut vraiment être applicable à beaucoup de monde. Et même moi, tu vois, je peux te dire que c'est, même si aujourd'hui tu me demandes, ok, c'est quoi le truc le plus important pour ton bien-être au quotidien que tu devrais faire, je te dirais méditation. Si tu me demandes, est-ce que tu le fais tous les jours sans faute, je te dirais non déjà. Et par ailleurs, sur toutes les vidéos que j'ai faites et tous les podcasts que j'ai fait dans ma vie, combien de fois est-ce que j'en ai parlé? Pas très souvent parce que je trouve ça extrêmement dur d'en parler en fait. C'est dur de mettre ça en mots. Et mais je pense que c'est potentiellement le message, tu vois, il y a peut-être des messages plus importants dans la vie, hein, mais c'est le message sur lequel moi j'ai l'impression que ça a eu le plus d'impact sur moi et que c'est le moins compris par la majorité des gens. Et pour ça, il existe plein de ressources différentes. Si je devais en donner une seule, après les applications c'est pas mal, genre Headspace et tout. Récemment, j'ai commencé sur une application qui s'appelle The Way, d'un gars qui s'appelle Henry Shukman, ce qui est un gars qui a fait une formation zen à l'origine, etc. C'est en anglais, mais actuellement, c'est ce que j'ai trouvé, que je trouve vraiment super cool, étape par étape, et il te fait... c'est des méditations guidées, mais où il parle pas tout le temps, parce que j'aime pas trop quand il parle tout le temps les méditations guidées, et il te donne une espèce de progression, et il t'explique vraiment en fait ce que tu es en train d'essayer de faire et le bénéfice que tu es censé en tirer. Donc si les gens veulent une ressource, moi c'est ce que j'ai trouvé récemment, que j'ai trouvé le mieux. Il y a beaucoup de livres, mais parfois je trouve que apprendre la méditation dans un livre, c'est assez dur. Alors que si tu le pratiques, et c'est là où les méditations guidées, genre les apps, etc., peuvent vachement aider. Stan Leloup, merci. Merci à toi.